Ce soir, pendant que tu te prépares à dormir, nous verrons comment des changements dans l'océan et la glace ont refroidi rapidement la Terre pendant le dryas récent. Sans se presser, repose-toi tout en comprenant ce qui a pu déclencher ce refroidissement brutal. Comment la Terre a-t-elle pu basculer si soudainement dans un froid glacial après avoir connu un réchauffement progressif? Imaginez un monde qui s'éveille lentement d'un sommeil glaciaire, où les températures remontent, où la vie reprend ses droits, où les glaciers reculent pas à pas, et puis, sans prévenir, tout s'inverse. En quelques décennies à peine, le froid revient avec une violence inouïe, plongeant la planète dans un nouvel hiver qui durera plus de 1000 ans. Cette histoire n'est pas une fiction, elle s'est véritablement produite il y a environ 13 000 ans, lors d'un épisode climatique que les scientifiques nomment le Dryas récent. Chers voyageurs, bienvenue dans ce récit extraordinaire. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour découvrir l'un des bouleversements climatiques les plus spectaculaires et les plus mystérieux de l'histoire récente de notre planète. Avant de partir pour cette nouvelle aventure à travers les âges, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos explorations temporelles. Merci de votre confiance et bienvenue dans l'histoire fascinante du Dryas récent, cette période où la Terre s'est soudainement refroidie. L'histoire de notre planète est jalonnée de changements climatiques, certains lents et progressifs, d'autres brutaux et dévastateurs. Parmi tous ces bouleversements, le Dryas récent occupe une place particulière. Il représente l'un des retournements climatiques les plus rapides jamais documentés dans les archives géologiques. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut d'abord se replacer dans le contexte de l'époque, à la fin de la dernière grande glaciation, une période que les géologues appellent le Pléistocène. Pendant plus de 2 millions d'années, la Terre a connu une succession de périodes glaciaires et interglaciaires, un cycle rythmé par les variations de l'orbite terrestre, par l'inclinaison de l'axe de rotation de notre planète et par d'autres facteurs astronomiques subtils. Ces oscillations climatiques, connues sous le nom de cycle de Milankovitch, ont profondément marqué l'évolution de la vie sur Terre et ont façonné les paysages que nous connaissons aujourd'hui. Lors des périodes glaciaires, d'immenses calottes de glace recouvraient de vastes portions de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Ces glaciers, épais de plusieurs kilomètres par endroits, emprisonnaient tellement d'eau que le niveau des océans était jusqu'à 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Des terres aujourd'hui submergées émergeaient, créant des ponts continentaux qui permettaient aux animaux et aux premiers humains de migrer d'un continent à l'autre. Il y a environ 20 000 ans, la dernière grande glaciation atteint son maximum. On appelle cette période le dernier maximum glaciaire. À cette époque, les températures moyennes de la planète sont environ 5 à 6 degrés inférieures aux températures actuelles. Cela peut paraître modeste, mais ces quelques degrés suffisent à transformer radicalement la face de la Terre. Le nord de l'Europe est recouvert par une gigantesque calotte glaciaire, la calotte phénoscandienne, qui s'étend de la Scandinavie jusqu'à la Russie occidentale. En Amérique du Nord, la calotte laurentienne recouvre le Canada et descend jusqu'aux actuels États-Unis, atteignant par endroits la région des Grands Lacs. Plus au sud, les montagnes sont couronnées de glaciers qui descendent bien plus bas qu'aujourd'hui dans les vallées. Mais vers 18 000 ans avant notre ère, quelque chose change. Les paramètres orbitaux de la Terre favorisent désormais un réchauffement. L'été dans l'hémisphère nord devient plus chaud, plus long. Les glaciers, ces géants de glace qui ont dominé le paysage pendant des millénaires, commencent à fondre. C'est un processus lent au début, presque imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais inexorable. Des rivières d'eau de fonte apparaissent à la surface des glaciers, creusant des tunnels dans la glace, se frayant un chemin vers les océans. Le niveau de la mer commence à remonter progressivement. Les terres qui étaient gelées en permanence, le pergélisol, commencent à dégeler pendant l'été. La végétation, qui s'était réfugiée dans des zones refuges plus au sud, commence à reconquérir le terrain perdu. Cette période de réchauffement porte un nom poétique que lui ont donné les scientifiques, l'interglaciaire. Mais pour les paléoclimatologues, elle est surtout connue sous le terme de tardiglaciaire, cette phase de transition entre le monde glaciaire et le monde interglaciaire dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le tardiglaciaire est une époque de changement profond. Les paysages se transforment rapidement. Les grandes plaines herbeuses et arides qui caractérisaient les périodes froides laissent progressivement place à une végétation plus diversifiée. D'abord, ce sont les herbes pionnières qui s'installent, puis les arbustes, et enfin les arbres. Les forêts, absentes depuis des millénaires des latitudes nordiques, commencent leur lente progression vers le nord, suivant le retrait des glaces. Les animaux, eux aussi, réagissent à ces transformations.
Les grandes espèces adaptées aux environnements froids, la mégafaune pléistocène, commencent à ressentir la pression de ces changements. Les mammouths laineux, les rhinocéros laineux, les bœufs musqués, les grands lions des cavernes, tous ces géants qui ont prospéré dans les steppes glacées voient leur habitat se modifier. Certaines espèces migrent vers le nord, suivant les conditions climatiques qui leur conviennent. D'autres s'adaptent aux nouveaux environnements. D'autres encore commencent un lent déclin qui mènera, pour beaucoup, à l'extinction. Les humains de cette époque sont les témoins privilégiés de ces bouleversements. Nos ancêtres, des Homo sapiens qui ont colonisé presque tous les continents accessibles, sont des chasseurs-cueilleurs parfaitement adaptés aux environnements variés qu'ils rencontrent. En Europe, ce sont les derniers représentants de la culture magdalénienne, ces artistes qui ont orné les parois des grottes de magnifiques peintures représentant les animaux qu'ils chassaient. En Asie et en Amérique du Nord, d'autres groupes humains exploitent les ressources de la steppe et de la toundra, suivant les migrations des grands troupeaux de rennes, de bisons, de chevaux sauvages. Vers 14 000 ans avant notre ère, le réchauffement s'accélère. C'est une période que les scientifiques appellent l'interstade de Bölling-Allerød, du nom de 2 sites européens, où les preuves de ce réchauffement ont été clairement identifiées. Les températures remontent rapidement, peut-être de 4 à 5 degrés en quelques décennies seulement. C'est un changement spectaculaire qui bouleverse les écosystèmes. Les glaciers fondent à un rythme accéléré, libérant d'énormes quantités d'eau douce qui se déversent dans les océans. Le niveau de la mer monte de plusieurs dizaines de mètres, noyant les plaines côtières, redessinant les contours des continents. Le Doggerland, cette vaste plaine qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen, commence à être progressivement envahi par les eaux de la mer du Nord. Le détroit de Bering, qui permettait le passage entre l'Asie et l'Amérique du Nord, se rétrécit puis disparaît sous les flots. La végétation évolue rapidement. Dans les régions tempérées de l'Europe, les forêts de bouleaux et de pins colonisent les anciennes steppes. Les arbres remontent vers le nord à une vitesse impressionnante, parfois plusieurs centaines de mètres par an. C'est une véritable révolution écologique. Les paysages ouverts laissent place à des environnements forestiers denses. Cette transformation n'est pas sans conséquences pour les animaux et pour les humains. Les grands troupeaux de rennes qui parcouraient les steppes se déplacent vers le nord, suivant les conditions qui leur conviennent. Les humains doivent adapter leur stratégie de chasse, se tourner vers de nouvelles proies, exploiter de nouvelles ressources. C'est une période de changement profond, d'adaptation nécessaire, mais aussi d'opportunités nouvelles. Dans les océans, les courants marins se réorganisent en réponse aux modifications de température et de salinité. La circulation thermohaline, ce système complexe de courants qui redistribue la chaleur à l'échelle planétaire, s'ajuste aux nouvelles conditions. L'océan Atlantique Nord, en particulier, joue un rôle crucial dans cette redistribution de la chaleur. Les eaux chaudes de surface remontent vers le nord, apportant de la douceur aux régions arctiques. En refroidissant, ces eaux deviennent plus denses et plongent vers les profondeurs, formant les eaux profondes de l'Atlantique Nord qui s'écoulent ensuite vers le sud. Ce système, qu'on appelle parfois le tapis roulant océanique, est essentiel pour maintenir les climats tempérés de l'Europe occidentale. Pendant des siècles, le réchauffement se poursuit. La planète semble s'installer dans un nouveau régime climatique, plus doux, plus favorable. Les humains prospèrent, se multiplient, colonisent de nouveaux territoires. Les innovations culturelles se succèdent. En Eurasie, on observe les premiers signes d'une relation nouvelle avec l'environnement, les prémices de ce qui deviendra plus tard l'agriculture. Au Proche-Orient, dans le croissant fertile, les humains commencent à récolter systématiquement les céréales sauvages qui poussent en abondance dans les collines. Ils construisent des villages semi-permanents, inventent de nouveaux outils, développent de nouvelles techniques. C'est le début d'une transformation profonde de la relation entre l'humanité et la nature. Mais alors que le monde semble s'engager irrémédiablement vers un climat plus clément, alors que les glaces reculent et que la vie reprend ses droits, un événement extraordinaire va se produire. Vers 12 900 ans avant notre ère, en l'espace de quelques décennies seulement, le climat bascule à nouveau. Les températures chutent brutalement, le froid revient avec une intensité qui surprend. Les glaciers, qui reculaient depuis plusieurs millénaires, se stabilisent puis recommencent à avancer. Les forêts qui avaient conquis les terres nordiques sont repoussées vers le sud. Les lacs et les rivières gèlent à nouveau pendant de longs mois. La neige s'accumule en couches épaisses,
persistent tout au long de l'année dans les régions montagneuses. C'est le début du Dryas récent, cet épisode climatique mystérieux qui va durer plus d'un millénaire et bouleverser une nouvelle fois la face de la planète. Le nom même de cette période, le Dryas récent, vient d'une petite fleur arctique, la dryade à 8 pétales, Dryas octopetala, une plante qui affectionne les climats froids et les sols pauvres. Les botanistes qui ont étudié les pollens fossilisés dans les tourbières et les sédiments lacustres ont remarqué que cette plante, caractéristique des environnements périglaciaires, réapparaît soudainement dans les archives au moment où le climat se refroidit, après avoir disparu pendant la phase de réchauffement précédente. Cette réapparition de la dryade dans les enregistrements polliniques a donné son nom à cette période froide. Il y avait eu d'autres épisodes froids plus anciens, qu'on a appelés le Dryas ancien et le Dryas moyen, mais c'est ce dernier épisode, le Dryas récent ou Dryas III, qui est le plus marqué et le mieux documenté. Pour comprendre l'ampleur du bouleversement que représente le Dryas récent, il faut d'abord se plonger dans l'atmosphère de cette période qui le précède immédiatement, cet interstade de Bölling-Alleröd dont nous avons déjà évoqué le nom. C'est une époque de douceur relative, un intermède tempéré dans la longue histoire glaciaire du Pléistocène. Les températures moyennes en Europe occidentale sont proches de celles que nous connaissons aujourd'hui, peut-être même légèrement supérieures dans certaines régions. Les étés sont chauds et ensoleillés, les hivers moins rigoureux qu'ils ne l'étaient quelques millénaires auparavant. C'est un monde en pleine transformation où la nature reprend ses droits avec une vigueur extraordinaire. Les paysages de cette période sont radicalement différents de ceux qui existaient pendant le dernier maximum glaciaire. Les immenses plaines de steppes froides qui s'étendaient de l'Atlantique jusqu'à la Sibérie sont en train de se fragmenter. La végétation se diversifie et se densifie. Dans les régions les plus méridionales de l'Europe, les forêts tempérées sont déjà bien établies. On y trouve des chênes, des ormes, des tilleuls, des frênes, toutes ces essences qui formeront plus tard les grandes forêts européennes. Plus au nord, ce sont les conifères qui dominent encore, des pins sylvestres principalement, accompagnés de bouleaux. Ces forêts boréales progressent rapidement vers le nord, colonisant les terres que les glaciers viennent d'abandonner. Les arbres s'installent d'abord dans les vallées abritées, le long des cours d'eau, puis gagnent progressivement les plateaux et les collines. Cette expansion forestière n'est pas uniforme. Elle suit les corridors climatiques favorables, contourne les obstacles géographiques, s'adapte aux conditions locales de sol et d'exposition. Les graines sont transportées par le vent, par l'eau, par les animaux. Les oiseaux jouent un rôle crucial dans cette dispersion. Les geais, en particulier, qui ont l'habitude de cacher des glands pour l'hiver et qui oublient souvent l'emplacement de leur cache, contribuent efficacement à propager les chênes. Les écureuils, les campagnols, les mulots, tous ces petits mammifères participent également à cette grande migration végétale vers le nord. C'est un processus naturel d'une remarquable efficacité qui ne nécessite aucune intervention humaine, qui s'opère selon des mécanismes rodés par des millions d'années d'évolution. Dans ces forêts en expansion vivent une multitude d'animaux. Les espèces forestières, qui avaient été cantonnées à des refuges méridionaux pendant les périodes les plus froides, reconquièrent progressivement leur aire de répartition. Les cerfs et l'âf parcourent les forêts tempérées, broutant les jeunes pousses, se frayant des passages à travers les fourrés. Les chevreuils, plus discrets, préfèrent les lisières forestières, où ils peuvent trouver une végétation herbacée abondante. Les sangliers fouillent le sol de la forêt à la recherche de racines, de tubercules, de glands. Les aurochs, ces ancêtres sauvages de nos vaches domestiques, vivent en petits troupeaux dans les clairières et les prairies humides. Ce sont des animaux imposants, bien plus grands que les bovins actuels, avec de longues cornes acérées qui en font des adversaires redoutables. Les prédateurs ne manquent pas dans ces écosystèmes en pleine reconstitution. Les loups chassent en meute, traquant les herbivores avec une coordination remarquable. Les lynx, plus solitaires, guettent leur proie depuis les arbres ou les affûts rocheux. Les ours bruns, omnivores opportunistes, exploitent toutes les ressources disponibles, se nourrissant aussi bien de baies et de racines que de poissons remontant les rivières pour frayer ou de charognes d'animaux morts. Plus au nord, dans les régions encore marquées par le climat froid, d'autres espèces dominent. Les rennes parcourent la toundra et la taïga en immenses troupeaux, effectuant des migrations saisonnières spectaculaires. Les bœufs musqués, avec leur fourrure épaisse et leur apparence préhistorique, résistent stoïquement aux rigueurs de l'hiver arctique. Les élans,
les plus grands cervidés du monde, se nourrissent de saules et de bouleaux nains dans les zones humides. Mais ce qui caractérise vraiment cette période, ce qui la rend unique dans l'histoire récente de la Terre, c'est la présence de la mégafaune du Pléistocène. Ces animaux géants qui ont dominé les écosystèmes terrestres pendant des centaines de milliers d'années sont encore là, même si leur nombre commence à décliner. Les mammouths laineux, ces éléphants adaptés au froid avec leur épaisse fourrure rousse et leur longue défense recourbée, vivent encore dans les steppes et les toundras du nord. Ils se nourrissent d'herbes, de carex, de saules nains, utilisant leur défense pour déblayer la neige et accéder à la végétation enfouie. Les rhinocéros laineux, moins connus mais tout aussi impressionnants, partagent le même habitat. Avec leurs 2 cornes et leur fourrure dense, ils sont parfaitement adaptés aux conditions glaciales. D'autres géants peuplent encore ces terres. Les mégacéros, ou grands cerfs irlandais, portent des bois spectaculaires qui peuvent atteindre plus de 3 mètres d'envergure. Ces ramures gigantesques sont un fardeau considérable, mais elles jouent un rôle crucial dans les parades nuptiales et les combats entre mâles. Les bisons des steppes, plus grands que leurs descendants actuels, forment d'immenses troupeaux qui façonnent les paysages par leur pâturage intensif. Les lions des cavernes, bien plus imposants que les lions africains modernes, règnent au sommet de la chaîne alimentaire. Ces félins redoutables chassent les grands herbivores, n'hésitant pas à s'attaquer aux jeunes mammouths ou aux rhinocéros affaiblis. L'Amérique du Nord abrite sa propre mégafaune, tout aussi spectaculaire. Les mastodontes et les mammouths colombiens parcourent les forêts et les prairies. Les paresseux terrestres géants, des créatures étonnantes qui n'ont plus rien à voir avec les petits paresseux arboricoles actuels d'Amérique du Sud, se dressent sur leurs pattes arrière pour atteindre les branches des arbres. Certaines espèces, comme le mégathérium, peuvent atteindre la taille d'un éléphant. Les glyptodons, sortes de tatous géants à la carapace massive, broutent paisiblement la végétation herbacée. Les tigres à dents de sabre, avec leurs canines démesurées, sont les prédateurs dominants. Les ours à face courte, encore plus grands que les ours bruns, sont peut-être les carnivores terrestres les plus imposants que le continent ait jamais connus. En Australie, la mégafaune a déjà largement disparu à cette époque, victime probablement de l'arrivée des humains sur le continent plusieurs dizaines de milliers d'années auparavant. Mais quelques espèces survivent encore, des kangourous géants, des wombats de la taille d'un rhinocéros, des oiseaux coureurs incapables de voler mais redoutablement efficaces à la course. En Amérique du Sud, la diversité de la mégafaune est tout aussi remarquable, avec des espèces uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs, résultat d'une longue évolution en isolement relatif. Les humains de l'interstade de Bölling-Allerød sont des acteurs importants de ces écosystèmes, même si leur nombre reste relativement modeste. Les populations humaines totales sur l'ensemble de la planète se comptent probablement en quelques millions d'individus seulement, mais ces quelques millions d'humains ont un impact considérable sur leur environnement. Ce sont des chasseurs extrêmement efficaces, qui ont développé au fil des millénaires des techniques sophistiquées pour capturer même les plus grands animaux. Ils utilisent des saguets propulsés par des propulseurs, des ancêtres de l'arc qui permettent de lancer des projectiles avec une force et une précision remarquables. Ils creusent des pièges, organisent des chasses collectives où des dizaines d'individus coordonnent leurs actions pour rabattre un troupeau vers un précipice ou un marécage. La chasse aux grands animaux n'est pas seulement une question de subsistance, c'est aussi un acte social, un moment de cohésion du groupe, une occasion de transmettre les savoirs et les techniques aux jeunes générations. C'est également une source de prestige pour les chasseurs les plus habiles. Un homme capable d'abattre un mammouth ou un rhinocéros gagne le respect de sa communauté. Les produits de la chasse sont partagés selon des règles complexes qui varient d'un groupe à l'autre, mais qui reflètent toujours l'importance de la réciprocité et du partage dans ces sociétés. La viande nourrit la communauté pendant plusieurs jours. Les peaux servent à confectionner des vêtements, des tentes, des cordages. Les os deviennent des outils, des armes, des éléments de parure. Les tendons fournissent des fils résistants pour coudre les vêtements. Rien n'est gaspillé. Mais les humains de cette époque ne sont pas que des chasseurs. Ils sont aussi des cueilleurs accomplis qui connaissent intimement les plantes de leur environnement. Ils savent quelles racines sont comestibles, quels fruits peuvent être consommés, quelles plantes possèdent des propriétés médicinales. Ils récoltent des noix, des baies, des graines. Ils pêchent dans les rivières et les lacs, capturant saumons, truites, brochets avec des harpons, des nasses, des filets.
Ils ramassent des coquillages sur les côtes, collectent des œufs d'oiseaux au printemps. Cette diversité de ressources exploitées est une assurance contre les aléas climatiques et les variations saisonnières dans la disponibilité de certaines proies. Les innovations technologiques se succèdent à un rythme qui, pour être lent selon nos standards modernes, représente une accélération notable par rapport aux périodes antérieures. Les techniques de taille de la pierre se perfectionnent. Les lames deviennent plus fines, plus régulières, plus tranchantes. Les outils se diversifient et se spécialisent. On voit apparaître des burins pour travailler l'os et le bois de renne, des grattoirs pour préparer les pots, des perçoirs pour faire des trous, des couteaux de formes variées adaptés à différentes tâches. Le travail de l'os, de l'ivoire et du bois de cervidé atteint des sommets de sophistication. Les artisans fabriquent des aiguilles à chat qui permettent de coudre des vêtements ajustés, essentiels pour affronter les rigueurs de l'hiver. Ils sculptent des harpons barbelés d'une efficacité redoutable pour la pêche. Ils créent des propulseurs décorés de motifs animaux d'un réalisme saisissant. L'art pariétal, qui a fleuri pendant les périodes précédentes, continue de se développer. Les grottes ornées d'Europe occidentale témoignent d'une tradition artistique profondément enracinée. Les humains de cette époque ne se contentent pas de survivre. Ils créent de la beauté, ils expriment leur vision du monde, ils laissent des traces destinées peut-être aux générations futures ou aux esprits qu'ils vénèrent. Les parois des grottes se couvrent de représentations d'animaux d'un réalisme stupéfiant. Chevaux, bisons, aurochs, mammouths, rhinocéros, lions, ours. Ces images ne sont pas de simples décorations. Elles ont probablement une dimension spirituelle, magique, rituelle. Elles témoignent d'une relation complexe entre les humains et les animaux qu'ils chassent, faite de respect, de crainte, de dépendance. Puis, soudainement, tout change. Vers l'an 12 900 avant notre ère, le climat bascule. C'est un changement d'une rapidité extraordinaire, probablement l'un des bouleversements climatiques les plus abrupts de toute l'histoire récente de la planète. En quelques décennies, peut-être même en quelques années selon certaines études, les températures moyennes chutent de plusieurs degrés. Dans l'hémisphère nord, et particulièrement en Europe et en Amérique du Nord, le refroidissement est spectaculaire. Les températures moyennes annuelles baissent de 5 à 10 degrés selon les régions. Les hivers deviennent à nouveau extrêmement rigoureux, avec des gelées qui s'installent pour de longs mois. Les étés, même au plus fort de la saison chaude, restent frais et humides. Les précipitations augmentent, mais tombent souvent sous forme de neige, même en été, dans les régions montagneuses. Les glaciers, qui reculaient depuis plusieurs millénaires, s'arrêtent net dans leur retrait, puis recommencent à progresser. Dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les montagnes de Scandinavie, en Écosse, en Islande, partout où subsistaient encore des calottes glaciaires, celles-ci reprennent de la vigueur. De nouveaux glaciers se forment dans des vallées qui commençaient à peine à se libérer de la glace. Les moraines, ces amas de roches et de débris charriés par les glaciers, marquent dans le paysage actuel la position atteinte par les glaces pendant le Drias récent. Les géologues ont pu ainsi reconstituer avec précision l'extension des glaciers à cette époque. En Scandinavie, la calotte glaciaire qui avait considérablement diminué se stabilise et regagne même du terrain. Dans certaines régions d'Écosse, de nouveaux petits glaciers apparaissent dans les cirques montagneux. Le pergélisol, ce sol gelé en permanence caractéristique des régions arctiques, progresse vers le sud. Des régions qui avaient commencé à dégeler pendant l'interstade de Bölling-Allerød se retrouvent à nouveau prises dans les glaces. Le sol gèle en profondeur, parfois sur plusieurs mètres. Seule une mince couche superficielle dégèle pendant le bref été, créant des paysages marécageux difficiles à traverser. Les phénomènes périglaciaires se multiplient. Le gel et le dégel répétés provoquent la fracturation des roches, créant des champs de pierre caractéristiques. Les sols se structurent en polygones, en cercles de pierre, en festons, toutes ces figures géométriques étranges que produisent les cycles de gel et dégel. Les pentes instables sont le siège de glissements de terrain, de coulées de boue, de solifluxion. Les lacs et les tourbières enregistrent fidèlement ce changement climatique brutal. Les sédiments qui se déposent au fond des lacs changent de nature. Pendant l'interstade de Bölling-Allerød, les sédiments sont riches en matière organique, témoignant d'une productivité biologique élevée.
Avec le début du Drias récent, les sédiments deviennent plus minéraux, plus clairs, plus pauvres en matière organique. Les pollens fossilisés préservés dans ces sédiments racontent l'histoire de la végétation. On voit les arbres disparaître progressivement des enregistrements polliniques, remplacés par les pollens d'herbes, de carex, d'armoises, de plantes arctiques et alpines. La dryade à 8 pétales, cette petite fleur qui donne son nom à la période, réapparaît en force dans les spectres polliniques. Ce changement de végétation ne se fait pas instantanément, mais il est remarquablement rapide à l'échelle géologique. En quelques décennies, les forêts de bouleaux et de pins qui avaient colonisé les plaines d'Europe du Nord périclitent. Les arbres ne peuvent plus se reproduire efficacement. Les graines qui germent ne survivent pas aux gelées tardives du printemps ou aux étés trop frais. Les arbres adultes, affaiblis par les conditions climatiques défavorables, deviennent vulnérables aux maladies, aux parasites, aux incendies. Progressivement, les forêts s'éclaircissent, se fragmentent, laissent place à une végétation plus basse, plus résistante au froid. Les pelouses alpines et arctiques s'étendent, colonisant les espaces laissés vacants par les arbres. Les saules nains, les bouleaux nains, les genévriers rampants, toutes ces plantes adaptées au froid remplacent les essences forestières. Ce recul des forêts n'est pas uniforme sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Dans les régions méridionales, en Espagne, en Italie, dans le sud de la France, les forêts subsistent dans les zones abritées, mais leur composition change. Les essences tempérées sont remplacées par des espèces plus résistantes au froid. Même dans ces refuges méridionaux, l'impact du Dryas récent se fait sentir. Les étés sont plus frais, les hivers plus longs et plus rudes qu'ils ne l'étaient pendant l'interstade précédent. Plus au nord, en revanche, le bouleversement est total. Les forêts disparaissent presque entièrement de Grande-Bretagne, d'Allemagne du Nord, de Scandinavie, de Pologne. Seuls subsistent, çà et là, quelques arbres isolés, dans des situations particulièrement favorables, près des sources chaudes, dans des vallées abritées, sur les pentes exposées au sud. Les rivières et les cours d'eau réagissent également à ce changement climatique. Leur régime hydrologique se modifie profondément. Pendant l'interstade de Bölling-Allerød, les rivières coulaient de manière relativement régulière tout au long de l'année, avec des crues au printemps dues à la fonte des neiges et des étiages en été. Avec le Dryas récent, le régime devient beaucoup plus irrégulier. Les crues printanières s'intensifient, gonflées par la fonte des neiges accumulées pendant l'hiver. Mais les étés sont marqués par des débits très faibles, voire des assèchements complets pour certains cours d'eau. Les rivières changent également de morphologie. L'érosion s'intensifie sur les pentes dénudées de végétation. Les rivières transportent plus de sédiments, deviennent plus turbulentes, plus dangereuses. Leurs lits se modifient, s'élargissent, se divisent en multiples chenaux qui se déplacent constamment. Les océans, eux aussi, enregistrent ce changement climatique brutal. La température de surface de l'océan Atlantique Nord chute rapidement. Les eaux froides de l'Arctique descendent plus au sud, repoussant les eaux tempérées. La banquise arctique s'étend considérablement pendant l'hiver, atteignant des latitudes bien plus méridionales qu'aujourd'hui. Les icebergs, ces immenses blocs de glace détachés des glaciers côtiers et des calottes glaciaires, dérivent vers le sud, transportés par les courants marins. Certains atteignent des latitudes aussi basses que le 40e parallèle nord, bien au sud de l'Islande. En fondant lentement, ces icebergs déposent sur le fond océanique les roches et les sédiments qu'ils transportent, créant des couches caractéristiques que les géologues retrouvent aujourd'hui dans les carottes sédimentaires prélevées au fond de l'océan. La circulation thermohaline, ce système de courant océanique profond qui redistribue la chaleur à l'échelle planétaire, se trouve perturbée. La formation des eaux profondes de l'Atlantique Nord, ce processus crucial où les eaux de surface refroidies plongent vers les profondeurs, se ralentit considérablement ou même s'arrête complètement selon certaines études. Ce ralentissement de la circulation océanique a des conséquences dramatiques pour le climat de l'Europe occidentale et de l'Atlantique Nord. Le transport de chaleur depuis les tropiques vers les hautes latitudes diminue fortement, accentuant encore le refroidissement. C'est un cercle vicieux qui s'installe. Le refroidissement perturbe la circulation océanique, qui à son tour amplifie le refroidissement. Dans l'océan Pacifique, les effets du Dryas récent sont moins marqués, mais néanmoins perceptibles. Les températures de surface diminuent également, bien que de manière moins spectaculaire que dans l'Atlantique. Les courants océaniques se réorganisent. Les upwellings, ces remontées d'eau profondes riches en nutriments le long de certaines côtes, se modifient, affectant la productivité biologique marine. Les récifs coralliens, sensibles aux variations de température, subissent un stress important.
Dans certaines régions, les coraux cessent de se développer ou même meurent, témoignant du refroidissement des eaux. La vie marine s'adapte comme elle peut à ces nouvelles conditions. Les poissons migrent vers des eaux plus chaudes, modifiant la répartition des espèces. Les mammifères marins, phoques, morses, baleines, ajustent leurs aires de répartition et leurs routes migratoires. Certaines espèces adaptées au froid, comme les phoques du Groenland, étendent leur aire de répartition vers le sud. D'autres, comme certaines espèces de baleines qui préfèrent les eaux tempérées, se retirent vers des latitudes plus basses. Les oiseaux marins, qui dépendent des ressources marines pour se nourrir, doivent eux aussi s'adapter. Leurs colonies se déplacent, suivant les zones de productivité biologique qui se sont déplacées avec les courants marins. Sur les continents, l'impact de ce refroidissement brutal sur les écosystèmes terrestres est considérable. Les animaux qui s'étaient habitués aux conditions relativement clémentes de l'interstade de Bölling-Allerød se trouvent soudain confrontés à un environnement beaucoup plus hostile. Pour beaucoup d'espèces, c'est un choc dont elles ne se remettront pas. La mégafaune pléistocène, déjà fragilisée par des millénaires de changements climatiques et peut-être aussi par la pression de chasse exercée par les humains, subit un nouveau coup dur. Les mammouths laineux, qui avaient vu leur habitat se réduire considérablement pendant le réchauffement précédent, trouvent dans le Dryas récent des conditions qui leur conviennent mieux. Paradoxalement, pour ces animaux adaptés au froid, le retour des conditions glaciales est plutôt une bonne nouvelle. Les steppes froides et herbeuses, leur habitat de prédilection, s'étendent à nouveau vers le sud. Pourtant, même pour les mammouths, le Dryas récent ne sera pas une période de prospérité. Leur population, déjà réduite, continue de décliner. Les raisons de ce déclin sont multiples et font encore débat parmi les scientifiques. Le changement climatique rapide, même s'il favorise le type d'environnement qu'ils préfèrent, crée aussi de l'instabilité. Les ressources alimentaires varient fortement d'une année à l'autre. Les hivers extrêmement rigoureux peuvent être mortels, surtout pour les jeunes et les individus affaiblis. La neige épaisse rend difficile l'accès à la végétation. Les couches de glace qui se forment après les redoux hivernaux empêchent les mammouths de creuser pour atteindre l'herbe enfouie sous la neige. Ces conditions difficiles fragilisent les populations. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer un changement climatique aussi brutal et aussi rapide? C'est la question que se sont posées des générations de scientifiques depuis que le Dryas récent a été identifié et caractérisé au milieu du XXe siècle. Plusieurs théories ont été proposées, débattues, affinées. Aujourd'hui, un consensus se dégage autour d'une explication principale, bien que certains détails restent encore à préciser et que des hypothèses alternatives continuent d'être explorées. La théorie la plus largement acceptée implique une perturbation de la circulation thermohaline de l'Atlantique Nord, causée par un afflux massif d'eau douce dans l'océan. Pendant les millénaires qui ont précédé le Dryas récent, les immenses calottes glaciaires qui recouvraient l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord avaient considérablement fondu. Cette fonte avait libéré des quantités gigantesques d'eau douce. Une partie de cette eau s'était écoulée directement dans les océans par les fleuves, mais une partie importante s'était accumulée dans des lacs proglaciaires, d'immenses étendues d'eau retenues par des barrages de glace ou de moraines. Le plus grand de ces lacs était le lac proglaciaire Agassiz, qui s'étendait sur une vaste portion du centre de l'Amérique du Nord, couvrant des parties du Manitoba, de l'Ontario, du Saskatchewan actuel, et s'étendant même jusqu'au Minnesota et au Dakota du Nord. Ce lac était véritablement gigantesque, plus grand que tous les grands lacs actuels réunis. Il contenait plus d'eau que tous les lacs du monde aujourd'hui. Pendant des millénaires, ce lac s'était déversé vers le sud, dans le golfe du Mexique, par le fleuve Mississippi. Mais au fur et à mesure que la calotte glaciaire laurentienne reculait vers le nord, de nouvelles voies de drainage s'ouvraient. Vers 12 900 ans avant notre ère, un événement catastrophique se produit. Une partie importante du lac Agassiz trouve soudainement une nouvelle voie de drainage, soit vers l'est à travers les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, soit vers le nord par le fleuve Mackenzie jusqu'à l'océan Arctique, soit peut-être par les deux routes simultanément. En quelques mois, voire quelques semaines, des milliers de kilomètres cubes d'eau douce se déversent dans l'Atlantique Nord. C'est un déluge d'une ampleur inimaginable, équivalent peut-être au débit de tous les fleuves du monde actuel réunis pendant plusieurs mois. Cette arrivée massive et soudaine d'eau douce dans l'Atlantique Nord a des conséquences catastrophiques pour la circulation océanique. L'eau douce est moins dense que l'eau salée. Lorsqu'elle se mélange aux eaux de surface de l'Atlantique Nord, elle diminue leur densité. Or, la circulation thermohaline dépend précisément de ces différences de densité. Dans les conditions normales, les eaux chaudes de surface qui remontent vers le nord se refroidissent progressivement.
En refroidissant, elles deviennent plus denses et finissent par plonger vers les profondeurs, formant les eaux profondes de l'Atlantique Nord. Ce processus de plongée des eaux denses aspire en quelque sorte les eaux de surface vers le nord, maintenant le flux des courants chauds comme le Gulf Stream. Mais lorsque les eaux de surface sont diluées par l'arrivée massive d'eau douce, elles ne peuvent plus atteindre la densité nécessaire pour plonger vers les profondeurs, même en refroidissant. La formation des eaux profondes s'arrête ou se ralentit considérablement. Le moteur de la circulation thermohaline cale. Les courants chauds qui transportaient la chaleur tropicale vers le nord faiblissent ou s'arrêtent. L'Europe occidentale et l'Atlantique Nord, privés de cet apport de chaleur, se refroidissent brutalement. C'est un effet domino qui se propage rapidement à l'ensemble de l'hémisphère nord et même au-delà. Cette théorie est soutenue par de nombreuses preuves géologiques. Les géologues ont trouvé des traces du drainage catastrophique du lac Agassiz, des vallées profondément érodées, des formations géologiques caractéristiques des écoulements massifs d'eau, des couches sédimentaires datant précisément du début du Trias récent témoignent de cet événement. Dans les sédiments marins de l'Atlantique Nord, on trouve des couches riches en sédiments d'eau douce précisément à cette période, confirmant l'arrivée massive d'eau continentale dans l'océan. Les analyses géochimiques des coquilles de micro-organismes marins fossilisés montrent une chute brutale de la salinité des eaux de surface au début du Trias récent, cohérente avec un apport massif d'eau douce. Cependant, tous les détails de ce scénario ne sont pas encore parfaitement compris. Les scientifiques débattent encore du trajet exact emprunté par les eaux du lac Agassiz. Certains pensent que le drainage s'est fait principalement vers l'est par les Grands Lacs et le Saint-Laurent. D'autres privilégient une route nordique par le fleuve Mackenzie. Il est également possible que plusieurs épisodes de drainage se soient succédés, empruntant différentes routes. La quantité exacte d'eau libérée et la durée précise de l'événement sont également sujettes à débat. Certaines études suggèrent un drainage très rapide, en quelques semaines ou mois. D'autres proposent un processus plus étalé dans le temps, sur quelques années. D'autres lacs proglaciaires ont également pu jouer un rôle. En Europe, des lacs similaires existaient le long de la bordure de la calotte phénoscandienne. Le lac proglaciaire de la Baltique, qui occupait l'emplacement de l'actuelle mer Baltique, était retenu par la glace au nord et se déversait par diverses voies de drainage vers le sud. Des vidanges catastrophiques de ce lac ont également pu contribuer à l'afflux d'eau douce dans l'Atlantique Nord. En Sibérie, d'immenses lacs proglaciaires se formaient le long de la bordure sud de la calotte glaciaire qui couvrait une partie du nord de l'Asie. Leurs vidanges ont pu affecter l'océan Arctique et modifier la circulation océanique. Au-delà de cette explication principale impliquant la perturbation de la circulation thermohaline, d'autres facteurs ont pu jouer un rôle dans le déclenchement ou l'amplification du Dryas récent. Une hypothèse plus récente et plus controversée suggère qu'un impact cosmique pourrait avoir contribué au changement climatique. Selon cette théorie, un ou plusieurs fragments d'une comète auraient frappé la Terre ou explosé dans l'atmosphère au-dessus de l'Amérique du Nord au début du Dryas récent. Cet impact aurait provoqué des incendies à grande échelle, projeté d'énormes quantités de poussière et de suie dans l'atmosphère et potentiellement accéléré la fonte de la calotte glaciaire, contribuant ainsi à la vidange du lac Agassiz. Les partisans de cette hypothèse de l'impact cosmique s'appuient sur diverses preuves. Ils ont identifié dans des couches sédimentaires datant du début du Dryas récent des concentrations anormales de certains éléments comme l'iridium, plus abondants dans les météorites que dans la croûte terrestre. Ils ont trouvé des microsphérules magnétiques, de minuscules billes de matière fondue qui pourraient résulter d'un impact à haute énergie. Ils ont détecté des nanodiamants, des cristaux microscopiques de carbone qui se forment lors d'impacts à très haute pression. Ils ont identifié des charbons de bois en grande quantité, témoignant d'incendies massifs. Certains ont même suggéré avoir trouvé des fragments de la comète supposés responsables de l'impact. Cependant, cette hypothèse reste très controversée. De nombreux scientifiques contestent l'interprétation des preuves avancées. Les concentrations d'iridium ne sont pas aussi anormales qu'initialement annoncées selon certaines études. Les microsphérules et les nanodiamants peuvent avoir d'autres origines que des impacts cosmiques. Les charbons de bois peuvent résulter d'incendies naturels sans lien avec un impact. Aucun cratère d'impact datant de cette période n'a été identifié de manière convaincante. Les fragments de comètes supposés se sont révélés être des roches terrestres ordinaires lors d'analyses plus approfondies. La communauté scientifique reste donc divisée sur cette question, avec une majorité qui considère que les preuves d'un impact cosmique ne sont pas suffisamment solides. Une autre hypothèse implique l'activité volcanique.
Des éruptions volcaniques majeures peuvent injecter d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère, bloquant une partie du rayonnement solaire et provoquant un refroidissement climatique. Plusieurs éruptions importantes sont connues à travers l'histoire pour avoir eu des effets climatiques significatifs. Par exemple, l'éruption du volcan Tambora en Indonésie en 1815 a provoqué l'année sans été en 1816, avec des chutes de neige en plein été dans l'hémisphère nord et des famines généralisées dues aux mauvaises récoltes. Cependant, aucune éruption volcanique majeure n'a été identifiée avec certitude au début du Trias récent. Les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique, qui enregistrent les retombées de cendres volcaniques sous forme de pics d'acidité et de particules, ne montrent pas d'événements volcaniques exceptionnels à cette période. Il est donc peu probable que l'activité volcanique ait été le déclencheur principal du Trias récent, même si elle a pu contribuer à amplifier ou prolonger le refroidissement. Les variations de l'activité solaire ont également été invoquées. Le Soleil n'émet pas une quantité constante d'énergie. Son activité varie selon des cycles de durée diverses, le plus connu étant le cycle de 11 ans des taches solaires. Des périodes de faible activité solaire, appelées minimum solaires, ont été associées à des refroidissements climatiques dans l'histoire récente. Le minimum de Maunder, qui s'est étendu de 1645 à 1715 environ, coïncide avec la période la plus froide du petit âge glaciaire en Europe. Cependant, les variations de l'irradiance solaire sont relativement modestes, de l'ordre de 0,1% entre les maximums et les minimums du cycle de 11 ans. Pour expliquer un refroidissement aussi marqué que celui du Trias récent, il faudrait invoquer une diminution beaucoup plus importante de l'activité solaire, pour laquelle nous n'avons pas de preuves convaincantes. L'activité solaire a certainement varié pendant le Trias récent, mais elle n'a probablement pas été le facteur déclenchant principal. Il est également possible que plusieurs facteurs aient agi en synergie pour provoquer et maintenir le refroidissement du Trias récent. Un afflux initial d'eau douce aurait pu déclencher la perturbation de la circulation thermohaline. Ce refroidissement initial aurait ensuite été amplifié par des mécanismes de rétroaction positive. L'extension de la banquise et de la couverture neigeuse aurait augmenté l'albédo de la Terre, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir le rayonnement solaire, diminuant encore la quantité d'énergie absorbée par la surface. La végétation, en reculant devant l'avancée des environnements froids, aurait également modifié l'albédo et les cycles de l'eau et du carbone. Les océans plus froids auraient absorbé davantage de dioxyde de carbone atmosphérique, diminuant l'effet de serre naturel et amplifiant le refroidissement. Ces mécanismes de rétroaction peuvent expliquer pourquoi le refroidissement du Trias récent a persisté pendant plus d'un millénaire, bien au-delà de la durée de l'événement déclencheur initial. Une fois le système climatique basculé dans un nouvel état d'équilibre froid, il faut un changement significatif pour le faire basculer à nouveau. C'est ce qu'on appelle en théorie des systèmes un point de bascule ou un seuil critique. Le système climatique terrestre possède plusieurs de ces points de bascule, et le Trias récent pourrait être un exemple d'un franchissement rapide d'un tel seuil. Le monde du Trias récent est un monde transformé, méconnaissable pour ceux qui auraient connu l'interstade de Bölling-Allerød. Les paysages qui s'étaient couverts de forêts retrouvent leur apparence de steppe froide ou de toundra. Les températures moyennes, qui avaient atteint des niveaux comparables à ceux d'aujourd'hui, retombent à des valeurs proches de celles du dernier maximum glaciaire. En Europe du Nord, les températures moyennes annuelles sont inférieures de 5 à 10 degrés par rapport à l'interstade précédent. Les étés sont courts et frais, avec des températures qui peinent à dépasser les 10 à 15 degrés même au plus fort de la saison. Les hivers sont longs et rigoureux, avec des températures qui plongent régulièrement en dessous de -20 ou -30 degrés. Les précipitations changent également de caractère. Les régions proches de l'Atlantique Nord connaissent des précipitations abondantes, mais celles-ci tombent principalement sous forme de neige. La neige s'accumule pendant l'hiver en couches épaisses de plusieurs mètres. Au printemps, la fonte est brutale, provoquant des crues spectaculaires. Mais l'été, qui est court et frais, ne permet pas toujours à toute la neige de fondre dans les régions montagneuses. Des névés persistants s'accumulent année après année, formant progressivement de nouveaux glaciers. Dans les régions continentales, plus éloignées de l'océan, le climat devient extrêmement sec. Ce sont des déserts froids, balayés par des vents violents qui soulèvent des tempêtes de poussière et de neige. Les précipitations annuelles tombent parfois à moins de 200 ou 300 mm, des valeurs comparables aux déserts actuels les plus arides. Le vent est omniprésent dans ce monde glacial. Sans la protection des forêts, qui ont largement disparu, les vents soufflent sans entrave sur les vastes plaines.
Ces vents sont d'une violence extraordinaire, atteignant régulièrement des vitesses de 50 à 100 km par heure, avec des pointes encore plus élevées lors des tempêtes. Ils façonnent les paysages, sculptant les dunes de sable et de loess, cette poussière fine arrachée au sol nu et transportée sur de grandes distances. Des dépôts de loess datant du Dryas récent se retrouvent aujourd'hui dans de nombreuses régions d'Europe centrale et orientale, témoignant de l'intensité de l'érosion éolienne à cette époque. Ces sédiments fins, une fois déposés, formeront des sols particulièrement fertiles qui seront exploités par les agriculteurs des périodes ultérieures. La végétation de cette période est dominée par les plantes herbacées résistantes au froid. Les graminées arctiques et alpines forment le fond de la végétation. Ce sont des herbes basses, formant des touffes serrées qui résistent aux vents violents. Les carex, ces plantes ressemblant à des herbes mais appartenant à une famille différente, prolifèrent dans les zones humides et les tourbières. Les armoises, ces plantes aromatiques aux feuilles gris argentées, colonisent les sols secs et pauvres. Les saxifrages, petites plantes aux fleurs délicates mais à la résistance remarquable, poussent dans les fissures des rochers. Les renoncules arctiques parviennent à fleurir même dans les conditions les plus rudes, produisant des fleurs jaunes éclatantes qui contrastent avec la grisaille du paysage. Les arbres, qui dominaient les paysages de l'interstade précédent, sont devenus rares et rabougris. Seuls quelques individus isolés subsistent dans les situations les plus favorables. Les bouleaux, ces pionniers qui colonisent rapidement les milieux perturbés, survivent sous forme d'arbustes nains de quelques dizaines de centimètres de hauteur. Les saules, eux aussi, se réduisent à des formes prostrées, qui rampent sur le sol pour échapper au vent glacé. Dans les vallées abritées des montagnes méridionales, quelques pins rabougris parviennent à survivre, tordus par le vent, leurs branches pointant toutes dans la même direction. Ces arbres sont des témoins obstinés d'un passé plus clément, des réfugiés qui attendent des jours meilleurs pour reconquérir le territoire perdu. Les tourbières, ces écosystèmes particuliers qui se développent dans les zones humides mal drainées, continuent de se former malgré le froid. Elles sont dominées par les sphagnes, ces mousses qui ont la capacité remarquable d'acidifier leur environnement et de créer les conditions nécessaires à leur propre développement. Les sphagnes accumulent la matière organique morte qui se décompose très lentement dans l'eau acide et pauvre en oxygène des tourbières. Année après année, siècle après siècle, ces accumulations forment d'épaisses couches de tourbe qui préservent les pollens, les graines, les fragments de bois, tous ces vestiges végétaux qui permettent aujourd'hui aux scientifiques de reconstituer l'histoire de la végétation. Les tourbières sont de véritables archives naturelles, des bibliothèques où est inscrite l'histoire du climat et de la vie. Les lacs sont nombreux dans ce paysage du Dryas récent. Certains sont des lacs proglaciaires, retenus par des barrages de glace ou de moraines à la périphérie des glaciers. D'autres occupent des dépressions creusées par les glaciers lors de leur avancée précédente. D'autres encore se forment dans les zones où le pergélisol empêche l'infiltration de l'eau, créant des marécages et des étendues d'eau temporaires ou permanentes. Ces lacs sont souvent peu profonds, avec des rives changeantes qui se déplacent au gré des saisons et des variations du niveau de l'eau. En hiver, ils gèlent complètement, formant une épaisse couche de glace qui peut atteindre 1 ou 2 mètres d'épaisseur. Cette glace ne fond qu'en été, et parfois pas complètement dans les lacs les plus septentrionaux ou les plus élevés en altitude. La vie aquatique dans ces lacs est relativement pauvre, mais résiliente. Les poissons adaptés au froid, comme les ombles arctiques, les corégones, les truites, parviennent à survivre en se réfugiant dans les zones les plus profondes pendant l'hiver. Les invertébrés aquatiques, larves d'insectes, crustacés microscopiques, vers, mollusques, forment la base de la chaîne alimentaire aquatique. Les algues et les plantes aquatiques se développent pendant le bref été, profitant de la longue durée du jour aux hautes latitudes pour effectuer une photosynthèse intensive. Cette productivité estivale, concentrée sur une courte période, permet de soutenir les populations animales qui dépendent des ressources aquatiques. Les rivières, nous l'avons déjà évoqué, ont un régime hydrologique très marqué. Pendant la majeure partie de l'année, elles sont figées sous la glace ou réduites à un mince filet d'eau qui serpente entre les bancs de gravier et de sable. Mais au printemps, lors de la fonte des neiges, elles se transforment en torrents tumultueux qui charrient d'énormes quantités de sédiments. Ces crues printanières sont des événements spectaculaires et dangereux. L'eau monte de plusieurs mètres en quelques jours, inondant les plaines alluviales, arrachant les berges, déracinant les rares arbres qui poussent le long des cours d'eau, transportant des blocs de rochers de plusieurs tonnes. Le paysage se transforme complètement pendant ces quelques semaines de crue.
De nouveaux chenaux se creusent, d'anciens bras de rivières sont abandonnés, des îles apparaissent ou disparaissent. Le littoral marin est également un environnement particulier pendant le Dryas récent. Les côtes sont encore largement influencées par l'héritage glaciaire. Le niveau de la mer, bien qu'il ait remonté considérablement depuis le dernier maximum glaciaire, reste encore plusieurs dizaines de mètres plus bas qu'aujourd'hui. Les vastes plateaux continentaux, qui sont aujourd'hui submergés, émergent alors, créant des plaines côtières étendues. Ces plaines sont balayées par les vents marins, parsemées de dunes de sable, de marais salants, de lagunes. Les estuaires des fleuves sont de vastes zones amphibies où l'eau douce et l'eau salée se mélangent, créant des environnements riches en nutriments qui attirent une abondance d'oiseaux, de poissons, de mammifères marins. La banquise arctique s'étend beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui pendant l'hiver. Dans l'Atlantique Nord, elle atteint régulièrement l'Islande, voire les côtes de la Norvège et de l'Écosse. Dans le Pacifique Nord, elle descend jusqu'aux Aléoutiennes. Cette glace marine extensive a un impact considérable sur les écosystèmes marins. Elle bloque la lumière du soleil, limitant la photosynthèse dans les eaux de surface. Elle modifie les courants océaniques côtiers. Elle crée des habitats particuliers pour les animaux adaptés à la vie sur ou sous la glace. Les phoques, les morses, les ours polaires dépendent de cette banquise pour leur survie. Ils l'utilisent comme plateforme pour chasser, se reproduire, se reposer. Lorsque la banquise s'étend vers le sud, elle amène avec elle ces animaux arctiques qui colonisent temporairement des régions plus méridionales. Les icebergs sont omniprésents dans les eaux de l'Atlantique Nord. Ces gigantesques blocs de glace détachés des glaciers côtiers du Groenland, de l'Islande, de la Scandinavie, dérivent vers le sud poussés par les courants et les vents. Certains mesurent plusieurs centaines de mètres de long et dépassent de plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais la partie immergée, invisible, est bien plus imposante encore, pouvant plonger à 100 ou 200 mètres de profondeur. Ces colosses de glace sont de véritables îles flottantes qui dérivent lentement pendant des mois, voire des années, avant de fondre complètement. Ils constituent un danger redoutable pour toute embarcation qui s'aventurerait dans ces eaux, capable d'éperonner et de couler un navire en quelques instants. Mais à l'époque du Dryas récent, les humains ne possèdent pas encore de bateaux capables de naviguer en haute mer. Ce danger ne les concerne donc pas directement. Les îles subissent également de plein fouet le refroidissement du Dryas récent. L'Islande, déjà largement recouverte de glaciers, voit ses calottes glaciaires s'étendre considérablement. Seule une étroite frange côtière reste libre de glace, abritant une végétation maigre de toundra. Les îles britanniques connaissent un climat beaucoup plus froid et plus sec qu'aujourd'hui. L'Écosse se couvre à nouveau de glaciers dans les Highlands. L'Irlande, le pays de Galles, l'Angleterre deviennent des terres de toundra et de steppes froides, parsemées de lacs et de tourbières. La Manche, qui s'était ouverte pendant l'interstade de Bölling-Allerød avec la remontée du niveau de la mer, reste navigable mais ses rives sont désolées et inhospitalières. Dans ce monde glacial du Dryas récent, la vie continue malgré tout. Les animaux, ces êtres remarquables qui ont survécu à tant de bouleversements au cours de leur histoire évolutive, trouvent les moyens de s'adapter aux nouvelles conditions. Certaines espèces prospèrent même dans cet environnement rigoureux, trouvant dans les steppes froides et les toundras des habitats qui leur conviennent parfaitement. D'autres, en revanche, luttent pour leur survie, confrontés à des défis qui dépassent leur capacité d'adaptation. C'est une période de grand stress pour la faune terrestre, une période où les équilibres écologiques sont constamment remis en question, où les espèces les plus vulnérables basculent inexorablement vers l'extinction. Les rennes, ces cervidés parfaitement adaptés au climat froid, sont probablement les grands gagnants de cette période. Leur population explose littéralement, profitant de l'expansion de la toundra, leur habitat de prédilection. Les rennes possèdent une série remarquable d'adaptations au froid qui en font des spécialistes des environnements arctiques et subarctique. Leur pelage est d'une efficacité extraordinaire pour l'isolation thermique. Il est composé de 2 couches, un duvet dense qui emprisonne l'air au contact de la peau et des poils de garde plus longs et creux qui forment une barrière supplémentaire contre le froid et l'humidité. Ce pelage est si efficace qu'un renne au repos perd très peu de chaleur, même par des températures de moins 40 degrés. Les poils sont également présents sur le museau, protégeant les narines du froid, et même dans les oreilles. Seuls les yeux restent exposés. Les sabots des rennes sont également adaptés aux conditions hivernales. Ils sont larges et s'écartent lors de la pluie,
répartissant le poids de l'animal sur une plus grande surface et l'empêchant de s'enfoncer dans la neige. En hiver, les sabots développent des bords tranchants et durcis qui permettent aux rennes de casser la croûte de glace et de creuser dans la neige pour atteindre la végétation enfouie. Cette capacité à dégager la neige, qu'on appelle le cratering en anglais, est essentielle pour la survie hivernale. Les rennes se nourrissent principalement de lichens pendant l'hiver. Ces organismes symbiotiques composés d'un champignon et d'une algue qui poussent lentement sur les rochers et sur le sol de la toundra. Les lichens sont peu nutritifs, mais disponibles toute l'année, et les rennes ont développé un système digestif capable de les métaboliser efficacement. Les rennes vivent en grands troupeaux, qui peuvent compter des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus. Ces rassemblements massifs offrent plusieurs avantages. La surveillance collective permet de détecter plus facilement les prédateurs. Le regroupement offre une protection contre le froid, les animaux au centre du troupeau, bénéficiant de la chaleur corporelle de leurs congénères. Les rennes effectuent des migrations saisonnières spectaculaires. Ils passent l'hiver dans la taïga, cette forêt boréale de conifères qui offre une certaine protection contre les vents les plus violents et où les lichens sont abondants. Au printemps, ils migrent vers le nord, vers les zones côtières, et les toundras où ils passent l'été. Ces migrations peuvent couvrir plusieurs centaines de kilomètres. Les femelles mettent bas pendant la migration, ou peu après l'arrivée sur les zones d'estivage. Les jeunes, appelés faons, sont capables de marcher et même de courir quelques heures seulement après leur naissance, une nécessité absolue dans un monde où les prédateurs sont omniprésents. Les prédateurs qui suivent les troupeaux de rennes sont principalement les loups. Ces canidés sociaux chassent en meutes coordonnées, utilisant des stratégies sophistiquées pour isoler et abattre leurs proies. Les loups du Drias récent sont probablement plus grands et plus robustes que leurs descendants actuels, adaptés à la chasse des grandes proies de la mégafaune. Une meute de loups peut comprendre 5 à 15 individus, généralement des membres d'une même famille étendue. La hiérarchie sociale est stricte, avec un couple dominant, l'alpha mâle et femelle, qui monopolise la reproduction. Les autres membres de la meute aident à élever les jeunes et participent aux chasses collectives. Les loups communiquent entre eux par une variété de vocalisations, de postures corporelles, d'expressions faciales. Leurs hurlements, ces plaintes lugubres qui résonnent dans les nuits glacées, servent à rassembler la meute, à marquer le territoire, à communiquer avec les meutes voisines. D'autres prédateurs partagent ces steppes froides, les renards arctiques, petits canidés au pelage blanc en hiver et brun grisâtre en été, sont des opportunistes qui se nourrissent aussi bien de petits rongeurs que de charognes laissées par les grands prédateurs. Leurs oreilles courtes et leurs museaux courts minimisent les pertes de chaleur. Leur fourrure épaisse les protège des températures les plus extrêmes. Les renards arctiques ont la capacité remarquable de survivre à des températures inférieures à moins 50 degrés sans augmenter leur métabolisme de base. Ils creusent des terriers complexes dans le sol meuble ou sous la neige, où ils se réfugient pendant les tempêtes et où ils élèvent leurs jeunes au printemps. Leurs portées sont souvent nombreuses, comptant jusqu'à 10 ou 12 petits lorsque les ressources alimentaires sont abondantes. Les hermines et les belettes, petits mustélidés agiles, chassent les rongeurs sous la neige. Leur corps, long et flexible, leur permet de pénétrer dans les galeries creusées par les campagnols et les lemmings. En hiver, leur pelage devient entièrement blanc, sauf l'extrémité de la queue qui reste noire. Ce camouflage les rend presque invisibles dans les paysages enneigés. Les rongeurs qu'elles chassent sont extrêmement abondants dans ces écosystèmes. Les lemmings, ces petits rongeurs trapus au pelage dense, vivent dans la toundra où ils se nourrissent de plantes herbacées. Leur population fluctue de manière cyclique, connaissant des explosions démographiques tous les 3 ou 4 ans, suivies de chutes brutales. Ces cycles de population des lemmings influencent toute la chaîne alimentaire, affectant les populations de tous leurs prédateurs, des renards aux chouettes harfang, en passant par les hermines et les rapaces diurnes. Les oiseaux sont nombreux sur ces terres glaciales, du moins pendant l'été. Les oies, les canards, les cygnes, les oiseaux limicoles nichent par millions dans les zones humides de la toundra arctique. Ils profitent du bref été pour se reproduire, pondant leurs œufs dans des nids rudimentaires à même le sol. L'incubation dure 3 à 4 semaines et les jeunes doivent grandir très rapidement pour être capables de voler avant l'arrivée de l'automne. La période de croissance est extrêmement courte, souvent moins de 2 mois entre l'éclosion et l'envol.
Les jeunes oiseaux accumulent des réserves de graisse considérables qui leur permettront de survivre à la longue migration vers le sud. Car dès le mois d'août ou de septembre, quand les nuits commencent à rallonger et que les températures chutent, les oiseaux migrateurs quittent la toundra pour gagner des régions plus clémentes. Les migrations d'oiseaux du Dryas récent sont des phénomènes spectaculaires. Des millions d'individus s'envolent vers le sud, suivant des routes migratoires établies depuis des millénaires, guidés par leur instinct et leur capacité à percevoir le champ magnétique terrestre. Certaines espèces parcourent des distances prodigieuses. Les sternes arctiques, petits oiseaux marins élégants, effectuent probablement déjà à cette époque leur migration épique qui les mène de l'Arctique à l'Antarctique et retour chaque année, soit un voyage de plus de 40 000 kilomètres. Les oies suivent les vallées et les côtes, s'arrêtant régulièrement pour se nourrir et reconstituer leurs réserves. Les vols en formation en V, si caractéristiques des oies migratrices, permettent d'économiser l'énergie en profitant des courants d'air créés par les individus qui précèdent. Les rapaces sont également présents dans ces écosystèmes du Dryas récent. Les chouettes harfang, grandes chouettes blanches aux yeux jaunes perçants, chassent les lemmings et les autres petits mammifères dans la toundra. Contrairement à la plupart des chouettes, elles sont actives de jour, une adaptation nécessaire dans les régions arctiques où le soleil ne se couche pas pendant l'été et ne se lève pas pendant l'hiver. Leur plumage blanc les camoufle parfaitement dans les paysages enneigés. Elles nichent à même le sol, sur de petites éminences qui leur offrent un point de vue dégagé sur les environs. Les années où les lemmings sont abondants, les chouettes harfang peuvent élever 6 à 8 jeunes. Les années de disette, elles ne se reproduisent même pas, conservant leur énergie pour leur propre survie. Les faucons pèlerins, les aigles royaux, les buses pâtues chassent également dans ces steppes et ces toundras. Les aigles royaux sont capables de s'attaquer à des proies de la taille d'un jeune renne ou d'un renard. Ils utilisent leur vue perçante pour repérer leur proie depuis le ciel, puis plongent à grande vitesse, serres en avant, pour frapper avec une force dévastatrice. Un aigle royal adulte peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long avec une envergure de plus de 2 mètres. Ces serres sont redoutables, capables de transpercer la chair et de broyer les os. Ces rapaces sont des chasseurs solitaires ou vivant en couple, occupant de vastes territoires qu'ils défendent farouchement contre les intrus de leur espèce. Plus au sud, dans les régions où subsistent encore quelques arbres et une végétation plus diversifiée, d'autres espèces trouvent refuge. Les bœufs musqués, ces bovins massifs recouverts d'une épaisse fourrure qui descend presque jusqu'au sol, forment de petits troupeaux dans les vallées abritées. Leur nom est trompeur, car ils ne sont ni des bœufs ni des producteurs de musc. Ils appartiennent à une famille unique de bovidés, plus proche des chèvres et des moutons que des bovins véritables. Leur adaptation au froid est remarquable. Leur sous-poil, appelé kiviut, est l'un des matériaux isolants naturels les plus efficaces au monde, plus chaud que la laine de mouton et aussi doux que le cachemire. Les bœufs musqués ont développé une stratégie défensive particulière face aux prédateurs. Lorsqu'ils sont menacés par des loups, ils forment un cercle défensif, les adultes tournés vers l'extérieur, leurs cornes puissantes pointées vers les agresseurs, les jeunes protégés au centre. Cette formation est extrêmement efficace contre les loups qui ne peuvent trouver aucune ouverture pour attaquer. Seul un ours polaire particulièrement audacieux ou un groupe de loups très coordonnés peut espérer briser cette défense. Les chevaux sauvages parcourent également les steppes du Dryas récent. Ce ne sont pas les chevaux domestiques que nous connaissons, mais leurs ancêtres sauvages, plus petits, plus trapus, avec une crinière dressée et une robe généralement beige ou brun clair, avec une raie dorsale sombre. Ces chevaux sauvages, parfois appelés tarpans, sont parfaitement adaptés au climat froid des steppes. Ils vivent en hardes composées d'un étalon dominant, de plusieurs juments et de leurs poulains. L'étalon défend farouchement son groupe contre les mâles célibataires qui tentent de lui voler ses juments. Les combats entre étalons sont violents, impliquant des morsures et des coups de sabot qui peuvent causer des blessures graves. Les chevaux sont des herbivores qui broutent l'herbe de la steppe. En hiver, ils utilisent leurs sabots pour dégager la neige et accéder aux herbes sèches enfouies. Ils peuvent survivre à des températures extrêmement basses grâce à leur pelage d'hiver épais et à leur capacité à réduire leur métabolisme. Mais ce qui fascine le plus dans la faune du Dryas récent, ce qui attire l'attention des paléontologues et capture l'imagination du public, c'est la mégafaune. Ces animaux géants,
héritiers d'une longue lignée évolutive remontant à plusieurs millions d'années, sont les derniers représentants d'un monde en train de disparaître. Le Dryas récent sera pour beaucoup d'entre eux le champ du cygne, la dernière période de leur existence avant l'extinction définitive. Comprendre ce qui s'est passé pendant ces quelques siècles décisifs est crucial pour comprendre pourquoi tant d'espèces de grande taille ont disparu à la fin du Pléistocène, un événement qu'on appelle l'extinction de la mégafaune. Les mammouths laineux sont les icônes de cette mégafaune. Ces éléphants du froid, avec leur fourrure rousse caractéristique, leur longue défense recourbée, leurs bosses de graisse sur le crâne, leur petite queue et leurs oreilles réduites pour minimiser les pertes de chaleur, sont parfaitement adaptés aux steppes glaciales. Un mammouth adulte peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut au garrot et peser 5 à 6 tonnes. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Leurs défenses peuvent atteindre 4 mètres de long et peser plus de 50 kg chacune. Ces défenses ne sont pas de simples ornements, elles servent d'outils polyvalents pour déblayer la neige, casser la glace, déterrer les racines, écorcer les arbres. Elles sont aussi des armes lors des combats entre mâles pour la domination et l'accès aux femelles. Les défenses des mâles les plus âgés portent souvent des traces de ces affrontements, fissures, fractures, usures asymétriques témoignant d'une vie d'affrontement. Les mammouths sont des animaux sociaux qui vivent en groupes matriarcaux. Une matriarche, généralement la femelle la plus âgée et la plus expérimentée, dirige un groupe composé de ses filles, de ses sœurs et de leurs jeunes. Les mâles quittent le groupe familial à l'adolescence, vers l'âge de 10 ou 12 ans, et vivent ensuite seuls ou en petits groupes de célibataires. Ils ne rejoignent les groupes de femelles que pendant la saison de reproduction. La gestation dure 22 mois, presque 2 ans. La femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois, rarement des jumeaux. Le jeune mammouth, couvert d'un duvet brun foncé, pèse environ 100 kg à la naissance. Il est totalement dépendant de sa mère pendant les premières années de sa vie, tétant son lait riche en graisse et en protéines. Le sevrage intervient vers l'âge de 3 ans, mais les jeunes restent avec leur mère bien plus longtemps, apprenant d'elle et des autres femelles du groupe les connaissances nécessaires à la survie. Où trouver l'eau, où trouver les meilleures zones de pâturage, comment éviter les prédateurs, comment se comporter socialement. Les mammouths passent l'essentiel de leur temps à se nourrir. Un adulte doit consommer environ 200 kg de végétaux par jour pour subvenir à ses besoins énergétiques. Ils broutent les herbes de la steppe, les carex, les saules nains, les bouleaux nains. En hiver, leur régime se compose principalement d'herbes sèches et de branches. Leur système digestif, bien que moins efficace que celui des ruminants, leur permet de traiter de grandes quantités de matières végétales peu nutritives. Ils passent 18 à 20 heures par jour à s'alimenter, ne dormant que quelques heures, généralement en début d'après-midi ou pendant la nuit. Leur mémoire remarquable leur permet de se rappeler l'emplacement des sources d'eau, même à des dizaines de kilomètres de distance, et de retrouver année après année les meilleurs pâturages saisonniers. Mais pendant le Dryas récent, les mammouths sont sous pression. Leur population, autrefois immense, s'est considérablement réduite. Ils subsistent principalement dans les régions les plus septentrionales, en Sibérie, en Alaska, dans le nord du Canada. Les raisons de ce déclin sont complexes et multiples. Le changement climatique joue certainement un rôle. Même si le refroidissement du Dryas récent crée des conditions qui devraient leur être favorables, l'instabilité climatique elle-même est problématique. Les mammouths sont des animaux à longue durée de vie, à faible taux de reproduction. Ils ont besoin d'environnements relativement stables, où ils peuvent suivre des routines établies sur plusieurs générations. Les changements rapides, même s'ils ne sont pas nécessairement défavorables en termes de température, perturbent leur stratégie de survie. La pression de chasse exercée par les humains est également un facteur crucial. Les humains de cette époque chassent les mammouths. Nous en avons des preuves archéologiques indiscutables. Des ossements de mammouths portant des marques d'outils en pierre, des pointes de projectiles fichées dans des os, des sites où de nombreux mammouths ont été abattus et découpés. Chasser un mammouth est une entreprise dangereuse mais qui peut rapporter énormément. Un seul mammouth fournit plusieurs tonnes de viande, de la graisse, de la peau pour fabriquer des abris et des vêtements, de l'os et de l'ivoire pour faire des outils et des objets d'art. Pour une communauté de chasseurs-cueilleurs, un mammouth représente des ressources pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les techniques de chasse varient. Parfois, les chasseurs rabattent un mammouth isolé, souvent un jeune ou un individu âgé et affaibli, vers un terrain favorable comme un marécage ou une ravine où l'animal s'embourbe ou se retrouve coincé. Ils le harcèlent alors de projectiles jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse et meure.
D'autres fois, ils profitent de l'hiver pour chasser sur la neige durcie qui les porte, alors que les mammouths, plus lourds, s'enfoncent et s'épuisent rapidement. Certains sites archéologiques suggèrent des chasses massives où des troupeaux entiers étaient rabattus vers des pièges, mais ces événements étaient probablement rares et opportunistes. Le débat sur le rôle relatif du climat et de la chasse humaine dans l'extinction de la mégafaune reste vif parmi les scientifiques. Certains pensent que les humains ont joué le rôle principal, surnommant cette extinction l'Overkill Hypothesis, l'hypothèse de la surchasse. D'autres privilégient les facteurs climatiques, soulignant que les extinctions coïncident avec des périodes de changements environnementaux majeurs. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Le climat change, créant du stress pour les populations animales. Les humains, en tant que prédateurs supplémentaires, ajoutent une pression que certaines espèces ne peuvent supporter. Les populations déjà fragilisées par les conditions environnementales difficiles ne peuvent se remettre de la mortalité supplémentaire causée par la chasse. C'est la combinaison des deux facteurs, le one-two punch comme disent les anglophones, qui est fatale. Les rhinocéros laineux partagent le sort des mammouths. Ces animaux massifs, pesant jusqu'à 2 tonnes, avec leurs 2 cornes caractéristiques, la corne antérieure pouvant atteindre plus d'1 mètre de long, sont des herbivores qui broutent les plantes basses de la steppe. Leur corps trapu, leur cou court, leur tête massive abaissée vers le sol sont optimisés pour ce mode de vie. Leur épaisse fourrure brun-gris les protège du froid. Contrairement aux rhinocéros actuels qui vivent dans les zones tropicales et subtropicales, les rhinocéros laineux sont des animaux du froid, incapables de supporter des températures élevées. Le réchauffement progressif qui suit la période glaciaire réduit leur habitat, les repoussant vers des régions de plus en plus septentrionales. Lors du Dryas récent, ils connaissent un bref répit, mais leur population est déjà très réduite. Ils s'éteindront peu après la fin du Dryas récent, incapables de s'adapter au réchauffement rapide qui suivra. Les mégacéros, ces cervidés géants aux bois immenses, sont également en déclin pendant le Dryas récent. Ces animaux spectaculaires, souvent appelés à tort élans irlandais, bien qu'ils ne soient pas des élans et qu'on les trouve dans toute l'Europe et non seulement en Irlande, portent des bois qui peuvent atteindre 3,5 mètres d'envergure et peser jusqu'à 40 kg. Ces ramures gigantesques sont renouvelées chaque année, une dépense énergétique considérable. Elles servent lors des combats entre mâles et lors des parades nuptiales pour impressionner les femelles. Plus les bois sont grands, plus le mâle est vigoureux, plus il a de chances de se reproduire. C'est un exemple classique de sélection sexuelle où une caractéristique devient exagérée parce qu'elle confère un avantage reproductif, même si elle peut être coûteuse en termes de survie. Les mégacéros préfèrent les environnements ouverts avec des bosquets d'arbres et des prairies herbeuses. Le refroidissement du Dryas récent, qui transforme de vastes zones forestières en steppes, devrait théoriquement leur être favorable. Pourtant, leur population continue de diminuer. Il est possible que la qualité de la végétation, et en particulier la disponibilité de plantes riches en calcium nécessaires pour la croissance des bois, soit insuffisante. Il est également possible que la chasse humaine joue un rôle. Les mégacéros sont des proies de choix, fournissant beaucoup de viande et de matériaux utiles. De plus, les mâles, avec leurs bois gigantesques, sont particulièrement vulnérables dans les environnements densément boisés où les ramures peuvent s'accrocher aux branches, ralentissant leur fuite. Dans les espaces ouverts de la steppe, ils sont plus visibles et plus faciles à traquer pour les chasseurs humains. En Amérique du Nord, la diversité de la mégafaune qui disparaît pendant et après le Dryas récent est encore plus impressionnante. Les mastodontes, cousins des mammouths mais adaptés aux environnements forestiers, s'éteignent. Ces animaux, avec leurs molaires pointus, adaptés à broyer des branches et des feuilles plutôt que de l'herbe, dépendent des forêts. La fragmentation et le recul des forêts pendant le Dryas récent réduisent leur habitat. Les mammouths colombiens, plus grands que les mammouths laineux et adaptés à des climats plus tempérés, disparaissent également. Les paresseux terrestres géants, ces créatures étonnantes qui n'ont pas d'équivalent aujourd'hui, s'éteignent l'un après l'autre. Le mégatherium, le plus grand d'entre eux, qui pouvait atteindre 6 mètres de long et peser 4 tonnes, disparaît. Les glyptodons, ces tatous géants à la carapace rigide, s'éteignent également. Les tigres à dents de sabre, ces félins emblématiques, avec leurs canines supérieures démesurément développées, sont parmi les prédateurs qui disparaissent. Ces animaux, contrairement à ce qu'on imagine souvent, n'utilisaient probablement pas leurs grandes canines pour mordre et tenir leur proie.
Cela aurait été trop risqué. Les dents auraient pu se briser lors d'une lutte avec un animal puissant. Au lieu de cela, les tigres à dents de sabre utilisaient probablement leurs dents comme des poignards pour porter des coups mortels à des proies déjà immobilisées ou pour trancher les grandes artères du cou. Leurs morsures étaient moins puissantes que celles des grands félins actuels, mais leurs canines pouvaient pénétrer profondément dans les tissus mous, causant des hémorragies massives. L'extinction des tigres à dents de sabre est probablement liée à la disparition de leur proie. Ces prédateurs spécialisés chassaient de grands herbivores comme les jeunes mammouths, les mastodontes, les paresseux terrestres. Lorsque ces espèces commencent à décliner, les tigres à dents de sabre perdent leur source principale de nourriture. Contrairement aux félins modernes qui peuvent adapter leur régime alimentaire à une variété de proies de différentes tailles, les tigres à dents de sabre étaient trop spécialisés. Leurs adaptations morphologiques, optimales pour chasser de très grandes proies, devenaient un handicap lorsqu'il s'agissait de capturer des animaux plus petits et plus agiles. C'est un exemple classique de surspécialisation menant à l'extinction lorsque l'environnement change. Les lions américains, plus grands que les lions africains actuels, disparaissent également d'Amérique du Nord. Les ours à face courte, ces carnivores géants aux longues pattes, qui étaient peut-être les plus grands prédateurs terrestres du continent, s'éteignent. Les loups géants, plus grands et plus robustes que les loups gris actuels, mais probablement moins intelligents et moins adaptables, ne survivront pas non plus. En revanche, les loups gris, plus petits mais plus flexibles dans leur comportement et leur régime alimentaire, survivent et prospèrent. C'est un pattern qu'on observe fréquemment lors des extinctions. Les espèces généralistes, capables de s'adapter à une variété de conditions et de ressources, ont plus de chances de survie que les espèces spécialistes. Les bisons sont une exception notable. Ces grands bovidés non seulement survivent à l'extinction de la mégafaune, mais prospèrent dans les millénaires qui suivent. En Amérique du Nord, ils formeront des troupeaux comptant des millions d'individus qui parcourront les grandes plaines jusqu'à leur quasi-extinction au XIXe siècle, due à la chasse industrielle. Leur succès s'explique probablement par leur capacité à exploiter efficacement les prairies qui s'étendent après la fin de la période glaciaire, et par leur nombre suffisamment important pour absorber la pression de chasse humaine sans s'effondrer. Les humains qui vivent pendant le Drias récent sont confrontés à des défis extraordinaires. Le retour brutal du froid bouleverse leur mode de vie, les obligeant à s'adapter rapidement sous peine de disparaître. Ces humains sont nos ancêtres directs, des Homo sapiens anatomiquement identiques à nous, avec la même taille de cerveau, les mêmes capacités cognitives. La seule différence entre eux et nous réside dans les connaissances accumulées et transmises culturellement, et dans les technologies disponibles. Mais ces différences, bien que fondamentales pour nos modes de vie respectifs, ne doivent pas masquer notre similitude profonde. Les humains du Drias récent ressentent les mêmes émotions que nous, pensent avec la même complexité, créent de l'art, entretiennent des relations sociales élaborées, possèdent des systèmes de croyances et des visions du monde. La densité de population humaine pendant le Drias récent est extrêmement faible selon nos standards modernes. On estime que la population totale de l'Europe pourrait être de quelques dizaines de milliers d'individus seulement, peut-être 100 000 tout au plus. Ces populations sont fragmentées en petits groupes dispersés sur le territoire. Un groupe typique de chasseurs-cueilleurs compte entre 20 et 50 individus, rarement plus. Ces groupes sont généralement composés de plusieurs familles liées entre elles par des liens de parenté. La cohésion du groupe est essentielle pour la survie. Les membres partagent les ressources, se protègent mutuellement, s'entraident dans les tâches quotidiennes. Les enfants sont élevés collectivement, surveillés par tous les adultes du groupe. Les personnes âgées, bien que physiquement moins capables, jouent un rôle crucial en tant que gardiens de la mémoire collective, détenteurs des savoirs accumulés sur plusieurs générations. Les groupes ne vivent pas en isolement total. Ils maintiennent des contacts avec d'autres groupes voisins ou plus éloignés. Ces contacts sont essentiels pour éviter la consanguinité. Les jeunes, particulièrement les jeunes femmes, mais aussi parfois les jeunes hommes, sont échangés entre groupes pour former de nouveaux couples. Ces échanges matrimoniaux créent des réseaux d'alliances qui s'étendent sur de vastes territoires. Ils permettent également l'échange d'informations sur les conditions environnementales, la localisation du gibier, l'existence de nouveaux outils ou techniques. Les rencontres entre groupes se font généralement à des moments précis de l'année, lors de rassemblements dans des lieux traditionnels. Ces rassemblements sont des occasions de festivités, de cérémonies, d'échanges matériels et matrimoniaux, de résolution de conflits. Le mode de vie est nomade ou semi-nomade. Les groupes se déplacent sur leur territoire en fonction des saisons et de la disponibilité des ressources.
En hiver, ils s'installent dans des campements plus permanents, souvent dans des vallées abritées, près d'une source d'eau qui ne gèle pas complètement, dans des endroits où le bois pour le feu est accessible. Ces campements d'hiver peuvent être occupés plusieurs années de suite, s'ils se révèlent satisfaisants. Les habitations sont des huttes construites avec des branches, des peaux, parfois des os, et des défenses de mammouth dans les régions où le bois fait défaut. Ces structures sont semi-enterrées, ce qui améliore leur isolation thermique. Un foyer central fournit chaleur et lumière. La fumée s'échappe par une ouverture au sommet de la structure. Au printemps, quand la neige fond et que les rivières reprennent leur cours, les groupes se fragmentent souvent en unités plus petites qui se dispersent sur le territoire. C'est la saison où les ressources alimentaires se diversifient. Les poissons remontent les rivières pour frayer, offrant une abondance temporaire facilement exploitable. Les oiseaux migrateurs reviennent du sud, nichent, pondent leurs œufs. Les jeunes des herbivores naissent, offrant des proies vulnérables. Les plantes émergent de terre. Les premières pousses vertes sont récoltées avec avidité après les longs mois d'hiver où les végétaux frais étaient rares. L'été est une période de relative abondance, mais c'est aussi le moment où il faut constituer des réserves pour l'hiver suivant. La viande est séchée ou fumée pour assurer sa conservation. Les poissons sont également séchés ou fumés. Les baies sont récoltées en grande quantité et séchées au soleil. Les racines et les tubercules sont stockés dans des caches creusées dans le sol gelé qui sert de réfrigérateur naturel. L'habillement est crucial pour la survie dans le climat rigoureux du Drias récent. Les humains portent plusieurs couches de vêtements en peau. Une première couche, portée directement sur la peau, est faite de peau fine et souple, le côté fourrure tourné vers l'intérieur pour maximiser la chaleur. Une couche extérieure, faite de peau plus épaisse, protège du vent et de l'humidité. Les vêtements sont cousus avec soin en utilisant des aiguilles en os et des fils faits de tendons ou de fibres végétales. Les coutures sont étanches, parfois enduites de graisse pour améliorer l'imperméabilité. Les vêtements incluent des pantalons, des tuniques, des bottes fourrées qui montent jusqu'aux genoux, des gants, des capuches. Toutes les parties du corps sont couvertes pour éviter les gelures. La confection de ces vêtements demande un travail considérable. Les peaux doivent être soigneusement préparées. Après avoir été retirées de l'animal, elles sont nettoyées des restes de chair et de graisse en utilisant des grattoirs en pierre. Elles sont ensuite assouplies par un long processus de tannage qui peut utiliser divers ingrédients, de la cervelle, de l'urine, des extraits de plantes riches en tanins. Les peaux sont étirées, massées, travaillées pendant des heures pour les rendre souples et durables. C'est généralement un travail effectué par les femmes, bien que cette division du travail ne soit probablement pas aussi rigide que dans certaines sociétés ultérieures. La qualité des vêtements peut faire la différence entre la vie et la mort lors d'une tempête hivernale ou d'un froid extrême. Le feu est évidemment essentiel. Les humains maîtrisent parfaitement les techniques de production du feu. Ils peuvent l'obtenir par percussion, en frappant un silex contre une pierre contenant de la pyrite de fer, produisant des étincelles qui enflamment de l'amadou, un matériau très inflammable préparé à partir de champignons séchés. Ils peuvent aussi l'obtenir par friction, en faisant tourner rapidement un bâton dans une cavité creusée dans un autre morceau de bois, la friction produisant assez de chaleur pour enflammer de la sciure et de l'amadou. Une fois le feu obtenu, il est précieusement entretenu. Laisser s'éteindre le feu est une négligence grave qui peut mettre en danger tout le groupe. Lors des déplacements, les braises sont transportées dans des contenants spéciaux, souvent des coquillages remplis de mousse humide qui maintient les braises sans flamme pendant des heures. Le feu fournit chaleur, lumière, protection contre les prédateurs et permet de cuire les aliments. La cuisson améliore la digestibilité de nombreux aliments et permet de neutraliser certaines toxines. Elle rend comestibles des plantes qui seraient toxiques crues. Elle attendrit la viande dure et tue les parasites. Le feu permet également de durcir la pointe des épieux en bois, de faire fondre la résine utilisée comme colle pour emmancher les outils, de chauffer les pierres pour améliorer leur qualité pour la taille. Il sert aussi à modifier les paysages. Les humains pratiquent déjà le brûlage contrôlé dans certaines régions, allumant des feux de végétation pour créer des prairies qui attirent les herbivores. Ces brûlages peuvent avoir des impacts écologiques significatifs sur de vastes territoires. Les outils sont d'une diversité et d'une sophistication remarquables. La pierre taillée reste le matériau de base pour les outils tranchants. Les techniques de taille ont atteint un haut niveau de raffinement. Les artisans savent sélectionner les meilleures pierres, généralement du silex ou de l'obsidienne, des roches à grains fins qui se fracturent de manière prévisible. Ils préparent des nucléus, des blocs de pierre dont ils détachent des lames régulières et tranchantes.
Ces lames sont ensuite retouchées pour produire une variété d'outils, couteaux, grattoirs, perçoirs, burins. Chaque outil a une forme spécifique adaptée à une tâche particulière. Un grattoir sert à préparer les peaux. Un burin, avec son tranchant en biseau robuste, sert à travailler l'os, l'ivoire, le bois. Un perçoir sert à faire des trous. Mais les outils ne sont pas seulement en pierre. L'os, le bois de cervidé, l'ivoire sont largement utilisés. Les humains du Dryas récent fabriquent des harpons barbelés, des pointes de saguet à base fendue pour faciliter l'emmanchement, des aiguilles à chat, des poinçons, des lissoirs pour travailler les peaux. Ils créent des propulseurs, ces instruments qui augmentent considérablement la portée et la puissance des saguets. Le principe du propulseur est simple, mais ingénieux. C'est un bâton d'environ 50 cm de long avec un crochet à une extrémité. Le chasseur place l'extrémité arrière de la sagaie dans le crochet et tient le propulseur. En lançant la sagaie tout en gardant le propulseur en main, il augmente la longueur effective de son bras, donc la vitesse du projectile. Une sagaie lancée avec un propulseur peut atteindre des vitesses de plus de 150 km/h et avoir une portée effective de 50 à 100 mètres. Les humains du Dryas récent possèdent également une vie spirituelle et artistique riche. Ils créent de l'art, non seulement sur les parois des grottes, mais aussi sous forme d'objets mobiliers, des statuettes en ivoire ou en os, des pendentifs, des perles faites de coquillages, de dents d'animaux, d'os sculptés, témoignent du soin apporté à la décoration corporelle et à l'expression artistique. Certains de ces objets ont probablement une signification symbolique ou rituelle que nous ne pouvons que deviner. Les fameuses Vénus paléolithiques, ces statuettes féminines aux formes généreuses, continuent d'être produites pendant cette période. Leur signification exacte reste débattue. Sont-elles des symboles de fertilité, des représentations de déesses, des portraits d'individus réels, des objets didactiques pour l'enseignement de l'anatomie? Nous ne le savons pas avec certitude. Les rites funéraires existent depuis longtemps déjà dans les sociétés humaines, et ils continuent pendant le Dryas récent. Les morts sont enterrés avec soin, parfois accompagnés d'objets, outils, armes, parures. Certains corps sont couverts d'ocre rouge, un pigment minéral qui nécessite un effort considérable pour être obtenu et préparé. Cette utilisation de l'ocre dans les contextes funéraires suggère une croyance en une forme de vie après la mort, ou au moins une volonté de marquer le respect et l'affection pour le défunt. Les tombes sont parfois creusées dans des positions spécifiques, les corps disposés dans des postures particulières, les genoux repliés contre la poitrine par exemple. Tout cela témoigne de pratiques rituelles complexes. Le langage est pleinement développé à cette époque. Les humains communiquent avec des langages articulés, capables d'exprimer des concepts abstraits, de raconter des histoires, de transmettre des connaissances complexes. Le langage est l'outil qui permet l'accumulation culturelle, la transmission des savoirs d'une génération à l'autre. Un jeune chasseur apprend non seulement en observant et en imitant, mais aussi en écoutant les récits des anciens, leurs conseils, leurs mises en garde. Les histoires racontées autour du feu pendant les longues nuits d'hiver sont des véhicules de transmission culturelle. Elles enseignent les comportements appropriés, expliquent l'origine du monde et des choses, renforcent les liens sociaux du groupe. Face au refroidissement brutal du Dryas récent, les populations humaines doivent s'adapter. Dans certaines régions, cette adaptation est réussie. Les groupes ajustent leur stratégie de subsistance, modifient leur territoire de chasse, développent peut-être de nouvelles techniques. Dans d'autres régions, les populations déclinent. Certaines zones qui étaient habitées pendant l'interstade de Bölling-Allerød sont abandonnées pendant le Dryas récent, devenues trop inhospitalières. Les sites archéologiques montrent une raréfaction de l'occupation humaine dans certaines parties de l'Europe du Nord. Les populations se concentrent dans des zones refuges plus méridionales ou dans des vallées particulièrement favorables. Au Proche-Orient, une région connue sous le nom de croissant fertile, un développement remarquable se produit pendant et après le Dryas récent. Les groupes humains qui vivaient là depuis plusieurs millénaires avaient développé une culture appelée la culture natoufienne. Ces gens construisaient des villages semi-permanents, récoltaient intensivement les céréales sauvages qui poussaient en abondance dans les collines, chassaient les gazelles. Le refroidissement du Dryas récent perturbe ce mode de vie. Les céréales sauvages deviennent moins abondantes. Les Natoufiens doivent s'adapter. Certains groupes reviennent à un mode de vie plus mobile, mais d'autres font un choix différent. Ils commencent à cultiver délibérément les céréales, à semer des grains, à entretenir les champs. C'est le début de l'agriculture, une transformation fondamentale qui changera complètement la trajectoire de l'humanité. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le Dryas récent prend fin. Vers 11 700 ans avant notre ère, le climat bascule à nouveau. Cette fois, c'est un réchauffement brutal et rapide.
En quelques décennies, peut-être même en quelques années selon certaines études des carottes glaciaires, les températures remontent de plusieurs degrés. Ce réchauffement marque le début de l'Holocène, la période géologique dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. C'est le début de l'époque actuelle, caractérisée par un climat relativement stable et chaud qui permettra l'épanouissement des civilisations humaines. Les causes de cette fin brutale du Dryas récent sont probablement liées au rétablissement de la circulation thermohaline de l'Atlantique Nord. Les apports d'eau douce qui avaient perturbé cette circulation cessent ou diminuent considérablement. Les lacs proglaciaires se sont vidés ou ont trouvé des voies de drainage stables. La salinité des eaux de surface de l'Atlantique Nord remonte. Les eaux refroidies peuvent à nouveau plonger vers les profondeurs, relançant la circulation thermohaline. Le Gulf Stream et les autres courants chauds reprennent leur force, transportant à nouveau la chaleur tropicale vers les hautes latitudes. C'est un basculement qui s'auto-amplifie. Une fois la circulation rétablie, elle entraîne un réchauffement qui lui-même favorise son maintien. Les forçages astronomiques jouent également un rôle. Les paramètres orbitaux de la Terre continuent d'évoluer selon les cycles de Milankovitch. À cette époque, l'insolation estivale dans l'hémisphère nord est particulièrement élevée, favorisant la fonte des glaces et le réchauffement. L'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, due à la libération de CO2 par les océans qui se réchauffent et par d'autres processus naturels, amplifie l'effet de serre et contribue au réchauffement. Les glaciers réagissent rapidement à ce changement. Ils recommencent à reculer, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. En quelques siècles, les calottes glaciaires qui couvrirent la Scandinavie et le nord de l'Amérique vont fondre presque entièrement. Cette fonte libère d'énormes quantités d'eau qui se déversent dans les océans, provoquant une remontée rapide du niveau de la mer. Entre le début de l'Holocène et il y a environ 6000 ans, le niveau marin va monter de plusieurs dizaines de mètres, noyant les plateaux continentaux, redessinant complètement les côtes, créant de nouvelles mers comme la mer Baltique ou la mer du Nord telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le Doggerland, cette vaste plaine qui reliait la Grande-Bretagne au continent européen, est progressivement envahie par les eaux. Cette région, qui avait été un territoire de chasse important pendant le Dryas récent et les périodes précédentes, disparaît sous les flots. Les populations humaines qui y vivaient doivent se replier vers les terres plus élevées. Des pêcheurs trouvent encore aujourd'hui dans leurs filets des vestiges de cette terre engloutie, ossements d'animaux terrestres, outils préhistoriques, fragments de tourbes. Le Doggerland est devenu le fond de la mer du Nord. Sa submersion finale, qui se produit plusieurs millénaires après la fin du Dryas récent, sera peut-être accélérée par un tsunami provoqué par un glissement de terrain sous-marin massif au large de la Norvège, le glissement de Storegga. La végétation réagit rapidement au réchauffement. Les arbres qui avaient été confinés à des refuges méridionaux pendant le Dryas récent commencent une conquête rapide vers le nord. Les bouleaux sont les premiers pionniers. Ces arbres à croissance rapide, dont les graines légères sont facilement dispersées par le vent, peuvent coloniser rapidement de vastes territoires. En quelques siècles, les bouleaux remontent jusqu'en Scandinavie. Ils sont suivis par les pins, puis par une succession d'essences tempérées, chênes, ormes, tilleuls, frênes, noisetiers. Chaque espèce a sa propre vitesse de progression, déterminée par ses capacités de dispersion, ses exigences écologiques, sa compétitivité face aux autres espèces. Vers 9000 ans avant notre ère, une grande partie de l'Europe est à nouveau couverte de forêts. Ces forêts sont denses, sombres, riches en biodiversité. Elles abritent une faune variée, cerfs, sangliers, aurochs, bisons européens, ours, loups, lynx, chats sauvets. Les écosystèmes forestiers remplacent progressivement les steppes et les toundras qui dominaient pendant le Dryas récent. Seules les régions les plus septentrionales, la Scandinavie du Nord, l'Islande, le nord de la Russie, conservent des environnements de toundra. Mais même là, la végétation devient plus abondante et plus diversifiée qu'elle ne l'était pendant la période froide. Ce changement de végétation a des conséquences profondes pour les animaux. Les espèces adaptées aux environnements ouverts de steppes et de toundra voient leur habitat se réduire. Les rennes, qui avaient prospéré pendant le Dryas récent, migrent vers le nord, suivant la toundra en recul. Leur population dans les régions tempérées d'Europe diminue drastiquement. Ils seront remplacés par des espèces forestières comme les cerfs et les chevreuils. Les chevaux sauvages, eux aussi adaptés aux environnements de steppe, voient leur population diminuer en Europe occidentale, bien qu'ils persistent dans certaines régions.
Pour la mégafaune du Pléistocène, déjà fragilisée par le Drias récent, ce nouveau changement climatique est souvent le coup de grâce. Les mammouths laineux, dont la population s'était maintenue dans les régions les plus septentrionales pendant le Drias récent, sont confrontés à la disparition de leur habitat. Les steppes froides où ils se nourrissaient sont remplacées par des tourbières, des forêts de conifères, des environnements qui ne leur conviennent pas. La végétation devient plus luxuriante mais moins nutritive pour eux. Les mammouths préfèrent les herbes de steppe, riches en protéines. Les plantes des environnements humides et forestiers, carex, mousses, feuilles d'arbres, sont moins adaptées à leur système digestif. Les populations de mammouths s'effondrent rapidement après la fin du Drias récent. Vers 10 000 ans avant notre ère, ils ont disparu de la majeure partie de leur aire de répartition. Quelques populations reliques survivent dans des refuges isolés. En Sibérie du Nord, dans certaines régions reculées, des mammouths persistent jusqu'à environ 4000 ans avant notre ère. Sur l'île Wrangel, un petit morceau de terre isolé dans l'océan Arctique au nord de la Sibérie, une population naine de mammouths survit jusqu'à environ 1700 avant notre ère, à une époque où les pyramides d'Égypte sont déjà construites depuis plus d'un millénaire. Ces derniers mammouths, isolés sur une île de quelques milliers de kilomètres carrés, ont développé des caractéristiques particulières, notamment une taille réduite, probablement en réponse aux ressources limitées de leur environnement insulaire. Leur extinction finale pourrait être due à une combinaison de facteurs: consanguinité dans une population trop petite, changements environnementaux locaux et possiblement l'arrivée d'humains sur l'île. Les rhinocéros laineux s'éteignent encore plus rapidement que les mammouths. Ils disparaissent d'Europe et d'Asie dans les premiers millénaires de l'Holocène, incapables de supporter les températures plus chaudes et l'expansion des forêts, privés des steppes froides qui étaient leur habitat préféré. Ils ne trouvent pas de refuge où se maintenir. Leur extinction ne laisse aucun descendant. Les rhinocéros actuels, qui vivent tous dans les régions tropicales et subtropicales, appartiennent à des lignées différentes qui ont évolué séparément pendant des millions d'années. Les mégacéros s'éteignent également au début de l'Holocène. Ces cervidés géants, dont les derniers représentants survivent en Irlande jusqu'à environ 7500 ans avant notre ère, succombent probablement à une combinaison de changements environnementaux et de pression de chasse humaine. Leur disparition marque la fin d'une lignée qui avait prospéré pendant des centaines de milliers d'années. En Amérique du Nord, l'extinction de la mégafaune est encore plus rapide et plus complète qu'en Eurasie. En l'espace de quelques millénaires, entre 13 000 et 10 000 ans avant notre ère, la majeure partie de la mégafaune disparaît. Les mammouths colombiens, les mastodontes, tous les paresseux terrestres géants, les glyptodons, les chevaux, les chameaux, les tigres à dents de sabre, les lions américains, les ours à face courte et de nombreuses autres espèces s'éteignent. Cette extinction rapide et massive en Amérique du Nord a suscité des débats intenses parmi les scientifiques. Certains attribuent un rôle majeur aux humains. Les premiers humains arrivent en Amérique du Nord probablement vers 15 000 ans avant notre ère, en traversant le détroit de Bering alors émergé. Ils se répandent rapidement sur le continent, atteignant l'Amérique du Sud en quelques millénaires. Ces humains sont des chasseurs expérimentés, armés de pointes de projectiles efficaces, les fameuses pointes de Clovis qui caractérisent la culture archéologique de cette époque en Amérique du Nord. Confrontée à des prédateurs humains contre lesquels elle n'a développé aucune défense comportementale, la mégafaune américaine serait particulièrement vulnérable. En quelques siècles, selon cette hypothèse, les humains auraient causé l'extinction de dizaines d'espèces. D'autres scientifiques soulignent que l'extinction coïncide également avec des changements climatiques majeurs, d'abord le Drias récent, puis le réchauffement rapide de l'Holocène. Ils arguent que ces changements environnementaux auraient créé un stress insoutenable pour des animaux déjà fragilisés par plusieurs millénaires de fluctuations climatiques. La vérité, comme souvent, se trouve probablement dans une combinaison des deux facteurs. Le climat change, réduisant et fragmentant les habitats. Les humains ajoutent une pression de chasse supplémentaire. Des maladies, peut-être introduites avec les humains arrivant d'Asie, pourraient également avoir joué un rôle. C'est la conjonction de tous ces facteurs qui provoque la catastrophe. Pour les humains, la fin du Drias récent et le début de l'Holocène marquent le début d'une période de changement profond. Le réchauffement climatique et la stabilisation relative du climat créant des conditions favorables au développement de sociétés plus complexes. Au Proche-Orient, l'agriculture qui avait commencé à émerger pendant le Drias récent se développe rapidement. Les humains cultivent délibérément le blé, l'orge, les légumineuses. Ils domestiquent les moutons, les chèvres, puis les porcs et les bovins. Ces innovations permettent une production de nourriture plus prévisible et plus abondante, soutenant des populations plus importantes et plus sédentaires.
Les premiers villages permanents se transforment en petites villes. C'est le début de la révolution néolithique, cette transformation fondamentale qui verra l'humanité passer du statut de chasseur-cueilleur nomade à celui d'agriculteur sédentaire. Cette transition ne se fait pas partout en même temps, ni de la même manière. Dans certaines régions, les populations continuent un mode de vie de chasse-cueillette pendant des millénaires encore. En Europe occidentale, l'agriculture n'arrive que vers 6000 ans avant notre ère, apportée par des populations migrantes venues du Proche-Orient ou adoptée par les populations locales au contact de ces migrants. Dans d'autres parties du monde, des foyers indépendants d'agriculture émergent. En Chine, avec la culture du riz et du millet, en Amérique centrale avec le maïs, les haricots et les courges, en Nouvelle-Guinée avec les tubercules, en Afrique subsaharienne avec le sorgho et le mil. Partout, la logique est la même. Les humains intensifient leur exploitation de certaines plantes et de certains animaux, modifiant progressivement ces espèces par sélection, créant les plantes cultivées et les animaux domestiques. L'impact de ces changements sur l'environnement est considérable. Les agriculteurs défrichent les forêts pour créer des champs. Ils modifient le cours des rivières pour l'irrigation. Ils transforment les paysages à une échelle jamais vue auparavant. La population humaine, soutenue par l'agriculture, commence à croître de manière exponentielle. D'environ 5 millions d'individus au début de l'Holocène, elle atteint plusieurs dizaines de millions à l'époque de l'Antiquité classique, puis plusieurs centaines de millions au Moyen Âge, pour exploser à plus de 7 milliards aujourd'hui. Cette croissance démographique sans précédent est rendue possible par l'agriculture, mais elle a un coût environnemental énorme. Le Dryas récent nous enseigne des leçons importantes sur la nature du climat et sur la vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux changements environnementaux rapides. Cette période démontre que le climat de la Terre peut basculer très rapidement d'un état à un autre. Les changements que nous imaginons généralement comme progressifs, s'étalant sur des millénaires, peuvent en réalité se produire en quelques décennies. Un tel changement rapide ne laisse que peu de temps pour l'adaptation. Les espèces qui ne peuvent pas s'ajuster rapidement, soit en modifiant leur comportement, soit en migrant vers des environnements plus favorables, risquent l'extinction. Le Dryas récent illustre également l'importance des rétroactions dans le système climatique. Un événement initial, la vidange d'un lac proglaciaire, déclenche une série de réactions en chaîne qui amplifient et prolongent le changement. La perturbation de la circulation océanique refroidit l'atmosphère. Ce refroidissement étend la banquise et la couverture neigeuse, augmentant l'albédo terrestre, ce qui amplifie encore le refroidissement. Les forêts reculent, remplacées par des steppes et des toundras dont l'albédo est différent, modifiant encore l'équilibre énergétique. Les océans plus froids absorbent plus de CO2, réduisant l'effet de serre. Tous ces processus s'auto-entretiennent, maintenant le système dans un état froid jusqu'à ce qu'un changement suffisamment important le fasse basculer à nouveau. Ces mécanismes de rétroaction existent toujours dans notre système climatique actuel. C'est ce qui inquiète les climatologues contemporains. Le réchauffement actuel, causé principalement par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, pourrait déclencher des rétroactions similaires. La fonte des glaces réduit l'albédo, amplifiant le réchauffement. Le dégel du pergélisol libère du méthane et du CO2, gaz à effet de serre puissant, amplifiant encore le réchauffement. Les forêts, stressées par la chaleur et la sécheresse, meurent et brûlent, libérant leur carbone dans l'atmosphère. La question cruciale est de savoir si nous approchons de points de bascule, au-delà desquels le système climatique basculera vers un nouvel état d'équilibre significativement différent de celui que nous connaissons. Le Dryas récent montre également que les changements climatiques rapides peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la biodiversité. L'extinction de la mégafaune pléistocène, bien que probablement causée par une combinaison de facteurs climatiques et humains, représente une perte irréversible. Ces espèces, produites de millions d'années d'évolution, disparaissent en quelques millénaires. Elles ne reviendront jamais. Leur extinction modifie profondément les écosystèmes. Les mammouths et autres grands herbivores jouaient un rôle écologique crucial. En broutant et en piétinant la végétation, ils maintenaient des paysages ouverts de steppes. Leur disparition permet l'expansion des forêts boréales et des tourbières. En Sibérie, les vastes steppes à mammouths sont remplacées par la taïga. Ce changement d'écosystème a des conséquences en cascade sur toutes les autres espèces qui dépendaient de la steppe. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle extinction de masse, la 6e de l'histoire de la Terre, causée cette fois presque entièrement par les activités humaines. La destruction des habitats, la surexploitation des ressources, la pollution, l'introduction d'espèces invasives et maintenant le changement climatique anthropique menacent des millions d'espèces.
Le rythme actuel d'extinction est probablement 100 à 1000 fois supérieur au taux d'extinction de fonds naturels. Si nous ne changeons pas radicalement nos pratiques, nous risquons de causer des dommages irréversibles à la biosphère dont nous dépendons entièrement pour notre survie. Le dryas récent nous enseigne aussi la résilience et la capacité d'adaptation des humains. Nos ancêtres ont survécu à ce bouleversement climatique majeur. Ils ont adapté leurs stratégies, modifié leur territoire, développé de nouvelles techniques. Dans certaines régions, le stress du dryas récent a peut-être même été un catalyseur pour l'innovation, poussant les humains à intensifier leur exploitation des ressources, conduisant finalement à l'invention de l'agriculture. Cette capacité d'adaptation est encourageante, mais elle ne doit pas nous rendre complaisants. Les sociétés humaines du dryas récent comptaient quelques millions d'individus au total, vivant de manière relativement simple et dispersée. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards, vivant dans des sociétés extrêmement complexes et interconnectées. Notre dépendance à des infrastructures sophistiquées, à des chaînes d'approvisionnement mondiales, à des technologies avancées, nous rend potentiellement plus vulnérables aux perturbations. Un changement climatique rapide aujourd'hui aurait des conséquences potentiellement catastrophiques. L'élévation du niveau de la mer menacerait des centaines de millions de personnes vivant dans les zones côtières. Des mégapoles entières pourraient être inondées. Les changements dans les régimes de précipitation pourraient rendre l'agriculture impossible dans certaines régions qui sont aujourd'hui des greniers à blé, tout en rendant d'autres régions cultivables. Les migrations massives de populations fuyant des zones devenues inhabitables créeraient des tensions politiques et sociales énormes. Les conflits pour l'accès aux ressources, en particulier l'eau douce, pourraient se multiplier. Les écosystèmes dont nous dépendons pour de nombreux services, pollinisation des cultures, purification de l'eau, régulation du climat, pourraient s'effondrer. Heureusement, contrairement à nos ancêtres du dryas récent qui subissaient les changements climatiques sans en comprendre les causes et sans pouvoir les influencer, nous possédons aujourd'hui les connaissances scientifiques et les capacités technologiques pour agir. Nous comprenons les mécanismes du changement climatique. Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre causées par la combustion des énergies fossiles, par la déforestation, par l'agriculture industrielle, sont les principaux moteurs du réchauffement actuel. Nous possédons les technologies nécessaires pour réduire ces émissions. Énergie renouvelable, efficacité énergétique, transport décarboné, pratiques agricoles durables. Ce qui manque souvent, c'est la volonté politique et sociale de mettre en œuvre ces solutions à l'échelle et à la vitesse nécessaires. L'étude du dryas récent et des autres changements climatiques passés nous fournit un contexte essentiel pour comprendre notre situation présente. Le passé n'est pas une prédiction directe de l'avenir, chaque période est unique avec ses propres configurations particulières de facteurs. Mais le passé nous montre ce qui est possible, comment le système climatique peut réagir, quelles peuvent être les conséquences pour la vie sur Terre. Il nous rappelle que la stabilité climatique que nous avons connue pendant l'Holocène, ces 11 700 ans de climat relativement stable qui ont permis l'émergence de l'agriculture et des civilisations, n'est pas garantie. C'est un cadeau que nous avons reçu des circonstances géologiques et astronomiques particulières de notre époque. Un cadeau que nous sommes en train de dilapider par négligence et par cupidité. Le message du dryas récent est clair. Le climat de la Terre peut changer rapidement. Ces changements peuvent avoir des conséquences dramatiques pour la vie. Certaines espèces s'adaptent, d'autres disparaissent. Les humains ont démontré une remarquable capacité d'adaptation, mais cette capacité a des limites. Plus nous modifions le système climatique, plus nous prenons de risques dont nous ne pouvons pas entièrement prévoir les conséquences. La prudence suggère que nous devrions faire tout notre possible pour limiter nos perturbations du système climatique, pour préserver les écosystèmes dont nous dépendons, pour assurer un avenir viable aux générations futures. Le dryas récent est aussi un rappel de la beauté et de la fragilité du monde naturel. Les paysages glacés de cette période, avec leurs vastes steppes parcourues par des troupeaux de rennes, leurs mammouths solitaires se découpant sur l'horizon, leurs aurores boréales dansant dans les ciels nocturnes arctiques, leurs humains résilients sculptant des œuvres d'art à la lumière des feux de camp, tout cela appartenait à un monde qui n'existe plus. Ce monde a disparu avec la fin du dryas récent, remplacé par le monde de l'Holocène, lui-même maintenant en train de changer sous l'influence humaine. Chaque période géologique, chaque configuration climatique crée des écosystèmes uniques, des paysages particuliers, des formes de vie spécifiques. Quand ces conditions changent, ces mondes disparaissent, irrémédiablement. Nous vivons dans un moment crucial de l'histoire de la Terre.
Les décisions que nous prenons aujourd'hui, collectivement et individuellement, détermineront le type de planète que nous léguerons aux générations futures. Choisirons-nous de stabiliser le climat en réduisant radicalement nos émissions de gaz à effet de serre? Choisirons-nous de protéger les écosystèmes restants et de restaurer ceux que nous avons dégradés? Choisirons-nous de vivre de manière plus durable, en harmonie avec les limites de notre planète? Ou continuerons-nous sur la trajectoire actuelle, risquant de déclencher des changements irréversibles dont les conséquences pourraient être catastrophiques? Le Dryas récent nous parle à travers les millénaires. Les pollens fossilisés dans les tourbières, les ossements dans les grottes, les sédiments au fond des lacs et des océans, les bulles d'air anciens piégées dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique, tous ces témoins silencieux nous racontent l'histoire d'un monde qui a basculé soudainement dans le froid, d'une vie qui a lutté pour s'adapter, d'espèces qui ont disparu, d'humains qui ont survécu. Cette histoire est notre histoire. Ces humains du Dryas récent sont nos ancêtres. Leur résilience vit en nous. Mais nous portons aussi la responsabilité de ne pas répéter les erreurs du passé, de ne pas pousser notre monde au-delà de ces points de bascule, de préserver pour l'avenir la diversité extraordinaire de la vie sur Terre. Alors que cette nuit se termine et que vous vous préparez à dormir, bercé par ces récits d'un passé lointain, rappelez-vous que l'histoire de la Terre est une histoire de changements constants, de bouleversements et de renaissance, de fin et de nouveaux commencements. Le Dryas récent fut une période de froid intense, de défis extraordinaires, mais aussi le prélude au monde tempéré de l'Holocène qui a permis l'épanouissement de l'humanité. Nous nous trouvons aujourd'hui à un autre moment charnière. Les choix que nous faisons maintenant détermineront quel genre de monde émergera de cette période de changement. Puissions-nous avoir la sagesse de nos ancêtres, leur capacité d'adaptation, mais aussi la prévoyance que nous donne notre science moderne pour construire un avenir où l'humanité et la nature peuvent prospérer ensemble. Que ces pensées vous accompagnent dans vos rêves, chers voyageurs. Que votre sommeil soit paisible, peuplé peut-être de visions de steppes glacées et de mammouths majestueux, de forêts anciennes et d'aurores boréales, de nos ancêtres résilients qui ont survécu aux plus grands défis que la nature pouvait leur imposer. Bonne nuit, et que le récit du Dryas récent, ce moment où la Terre s'est soudainement refroidie, vous rappelle à la fois la fragilité et la résilience de la vie sur notre planète bleue.